Nous sommes le jeudi 16 avril 2026 et vous écoutez le 6e épisode de la 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, prenez vos chaussures de sécurité et votre lumière frontale. On part en exploration de lieux abandonnés. Avec notre invité, le photographe Jonc, nous allons parler photo urbex, une discipline hors piste qui offre des images saisissantes, mais non sans risque et qui frôle avec la légalité. Cette émission vous est présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Et c'est parti, 6e épisode de cette 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin ? Salut Arthur, écoute, ça va bien, je suis content de mettre enfin un visage sur un nom qui m'interpelle depuis plusieurs années et avec qui j'ai échangé par le passé. Notre cher invité Jonc. Salut Jonc. Salut. Comment ça va ? Très bien, merci. Et vous ? Nous, ça va toujours très bien. On est toujours de bonne humeur. Jonc, je vais te présenter à nos auditeurs. Alors, tu as commencé la photographie à l'enfance, à l'âge de 11 ans, avec un appareil jetable à l'occasion d'un voyage linguistique. À 19 ans, tu voyages pour la première fois seul à Barcelone et t'équipes de ton premier boîtier numérique. C'est le déclic, aussi bien pour le voyage que pour les arts urbains que tu prends plaisir et passion à photographier. Tu commences l'urbex dans les années 2000 à Paris, en commençant par explorer les toits, les métros et les catacombes. Tu trouves dans cette activité l'excitation, l'adrénaline et des graffitis à photographier. Tu te mets toi aussi au graphe et tu colles tes photos de voyage dans la rue. Peu à peu, c'est la photo de friche qui prend le dessus. Tu as visité plus de 1500 sites dans une cinquantaine de pays et sur 4 continents. En 2018, tu sors un premier livre intitulé Naturalia qui interroge la place de l'homme sur Terre et sa relation avec la nature. Tu te mets à temps plein sur l'activité de photographe. Le volume 2 de Naturalia, préfacé par Yann Arthus Bertrand, sort en 2021. Tu as publié déjà 9 ouvrages, reçu une couverture média internationale, remporté des prix prestigieux et exposé à travers le monde en collectif ou à titre personnel. Tu es le fondateur et manager des éditions Tempus Fugit, de la galerie Nature Forte et du festival Gravity. Est-ce que tout est juste, cher Jonc ? Tout est juste, et tu vois que ça a du bon de faire des longues bios. Non, mais surtout, c'en est qu'un résumé, là. Hein. c'est un tout petit résumé, mais ce qu'on veut savoir, avant tout, c'est pourquoi Jonc ? Alors, mon vrai prénom, c'est Jonathan. Donc déjà, tu as 3 des 4 lettres. Et comme l'a dit Arthur, j'ai eu une phase graffiti. Donc, il a fallu à un moment donné trouver un blaze. Et Jon, il y en avait déjà, en fait, qui est John 1. Donc, j'avais pas envie de m'appeler John 2. Voilà. Donc, je suis parti de mon vrai prénom et j'ai ajouté une lettre. Après, pourquoi le K ? Bon, je sais pas si on a le temps vraiment, mais... Essaye. Allez, alors Jonathan, donc tous mes amis m'ont toujours appelé Jon. C'était pas John ou Jonathan ou je sais pas quoi, c'était Jon. Et mes amis les plus proches, un peu dans la décode, m'appelaient Jonquille. C'était un peu mon petit surnom amical. Et donc, quand il a fallu allonger mon nom, j'ai mis au début le Q de Jonquille. Et seulement graphiquement, J-O-N-Q, c'était pas beau, c'était pas équilibré. Il y avait le rond du Q, il allait pas avec le rond du haut, il y avait trop de rond. Et du coup, j'ai remplacé le Q par un K, qui était pour le coup une lettre beaucoup plus graphique en plus. Et donc voilà, c'est devenu Jonc. Et bon, ça, et quand j'ai, évidemment, à un moment, comme tu as dit, il a fallu choisir, je me suis vraiment focalisé sur la photo de friche. Et donc, j'ai dû arrêter, je collais aussi mes photos dans la rue, je peignais beaucoup dans des friches. Bon, ça a duré que 2-3 ans au final, mais c'était tellement une phase importante et forte. Peindre dans une friche, c'est énorme en termes de sensations. Et donc, j'ai jamais voulu lâcher ce surnom et j'ai continué. D'autant plus que j'avais un peu commencé à publier des choses avec ce nom-là. Donc bon. En tout cas, c'est bien imprimé depuis. Hein. Ouais. Puis on s'en souvient très facilement. Ah ouais. J'ai vu que l'année dernière, tu as fait une conférence TEDx sur la photo urbex. C'est méga stylé, ça. Comment c'est arrivé sur la table, ce projet-là ? C'est méga stylé, d'autant plus que c'était mon 2e TEDx.
Mais non. Ouais, j'avais déjà fait un TEDx en 2018 à Paris, mais qui avait été organisé dans une école de commerce par des étudiants qui avaient mal géré la technique et du coup, ça n'avait pas été capté. En fait, la soirée, il y avait 10 talks et les 5 premiers ont été captés. Moi, je passais en deuxième mi-temps et il y a eu un problème de batterie à l'entracte, et ce qui fait que les 5, ouais, exactement. C'était les étudiants. Bon, je l'aurais pas voulu, hein, mais. Et donc, les 5 derniers talks, on va dire, n'ont pas été enregistrés. Et effectivement, j'en ai fait un deuxième l'année dernière. Pour le coup, le premier, c'était vraiment 100% photo urbex. Hein. Et le deuxième, comme j'en avais déjà fait un, même s'il n'avait pas été capté, j'ai voulu quand même pas refaire le même. Et du coup, je l'ai orienté plus sur la nature forte, qui est vraiment mon sujet actuel, le nom de la galerie que j'ai ouverte. Donc, vraiment, j'ai voulu un peu élargir. Et d'ailleurs, il s'appelait de la photo urbex, je crois, à la nature forte, un truc comme ça. Et ça t'apporte des retours concrets, ça, ce genre d'expérience? Qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres confs que tu peux faire? Alors, ce que ça m'a apporté, c'est que c'est un exercice hyper dur. Vraiment, c'était un rendez-vous hebdomadaire avec un coach pendant 3-4 mois. C'était à Châteauroux, hein, mon TEDx, le deuxième. Donc, je suis allé 3 fois sur place, je crois, pour prendre possession de la scène. On va dire, c'est à la Cité du Numérique de Châteauroux, donc un très grand, un beau lieu, une belle salle. Donc, c'était vraiment un exercice hyper formateur. Ça m'a appris vraiment aussi à parler. Bon, j'ai déjà quand même une petite expérience de T'as pas l'air d'avoir trop de mal. Hein, non, mais bon, vraiment, parler dans une grande salle avec plein de gens. Bon, je l'avais déjà fait, mais c'est toujours des exercices hyper formateurs. Et puis même parler de ce qu'on fait de manière hyper concise. Un TED, c'est vraiment un format hyper spécifique. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Faut enlever chaque mot inutile, tu l'enlèves. C'est vraiment. Je suis hyper content de l'avoir fait. Après, en termes de retour, pour te répondre. Franchement, je sais pas. Hein, si, j'ai rencontré plein de gens. L'équipe, l'équipe d'organisateurs était au top. J'ai fait plein de bons potes. Mes co-speakers, j'ai fait plein de bons potes. Parmi les gens qui sont venus, on a parlé en tract, on a parlé après. J'ai fait plein de bons contacts. Donc voilà, il y a plein de. On va dire que c'est une petite pierre à l'édifice, et l'édifice, il se fait parce que c'est une jolie carte de visite. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis la vidéo, pour le coup, alors là, c'était l'opposé du premier TEDx, qui était clairement très amateur. Là, c'était vraiment une équipe super pro. Donc j'ai une belle vidéo. Je suis jamais allé voir d'ailleurs combien elle avait fait de vues. Je sais pas si c'est. Mais voilà, bon, après, c'était pas TEDx New York. Hein, mais bon, n'empêche que je suis pas content de l'avoir fait. Et non, vraiment, c'était une très belle expérience. Ouais. Bon, et ben pour te mettre la pression, sache qu'ils sont des millions à t'écouter aujourd'hui. Allez, on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, les ODR de printemps sont de retour. Baptiste Soto nous explique ce qui se passe avec la flambée du prix des cartes mémoire en ce moment. Et la Gacilly Photo revient pour une 23e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. C'est le printemps et peut-être pour vous l'occasion de vous faire plaisir en vous équipant d'un nouveau boîtier et ou d'une nouvelle optique. Une grande majorité de constructeurs ont lancé leur campagne promotionnelle de printemps qui prennent la forme de remises immédiates en caisse, de packs limités ou bien d'offres de remboursement. Attention, ces offres sont limitées dans le temps et soumises à certaines conditions. Rapprochez-vous de votre revendeur spécialisé Fox, Camara, Digitphoto par exemple, pour en savoir plus. Quoi qu'il en soit, voici une petite sélection d'offres intéressantes à considérer. Canon, pour commencer, annonce 500 € de remise sur les R3 et R1 jusqu'à la fin juin et jusqu'à 300 € sur une sélection de produits comme par exemple le très récent EOS R6 Mark III ou le R5 Mark II jusqu'à fin avril. Chez Sony, c'est jusqu'à 500 € de remise sur une sélection de produits jusqu'au 31 mai et jusqu'à 300 € remboursés sur une sélection d'optiques jusqu'au 31 juillet. Pour l'Alpha 7 V, c'est 200 € de remise par objectif acheté simultanément jusqu'au 31 mai. Sigma propose pour sa part jusqu'à 200 € remboursés jusqu'à la fin mai sur une sélection d'objectifs. Idem pour Fujifilm sur une sélection d'optiques XF jusqu'à la fin du mois de mai. Et Lumix, c'est 100 € remboursés pour l'achat d'un boîtier jusqu'au 10 mai. La semaine dernière, nous évoquions la suspension de la production des cartes mémoire Sony et la situation délicate et inédite qui affecte en ce moment les photographes et vidéastes qui souhaitent s'équiper. On continue cette explication et cette réflexion avec Baptiste Soto qui nous apporte son éclairage sur le sujet.
Le prix des cartes mémoire, c'est exactement le constat qu'on fait. Je vais dire globalement, depuis le mois de septembre de l'année dernière, on fait x2, x3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est très simple. C'est qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui est totalement à la mode dans un nombre incalculable d'usages, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et pour faire fonctionner ce qu'on appelle les usines IA, donc qui sont les endroits où un certain nombre de personnes, d'humains et d'ordinateurs vont aller pousser de la data dans des énormes centres de données, nécessitent des quantités de mémoire pour le traitement absolument colossales. Alors, fabriquer, on pourrait se dire, les fabricants, ils ont qu'à fabriquer plus de mémoire et le tour est joué et c'est facile. Si ce n'est que fabriquer des usines de mémoire, c'est des investissements. Alors, je n'ai pas d'ordre d'idée des valeurs, mais peut-être de dizaines ou de centaines de milliards de dollars. Et c'est surtout des investissements qui nécessitent des années à être mis en place. On a déjà connu par le passé des pénuries pour d'autres raisons sur des cartes mémoire. On avait eu par exemple des inondations dans des grandes fabriques de mémoire qui avaient causé ce genre de pénurie. Et qui plus est, on était déjà sur un marché tendu, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est produit photo, vidéo consomme de la mémoire, certes, mais entre guillemets, on est tout petit sur le marché, puisque des univers comme la téléphonie, il y a des puces de mémoire de partout. Dans une voiture, il doit y avoir peut-être 30, 40, 50, 80 puces différentes. Donc, avec cette envolée du prix des puces, il y a une pression générale à la hausse sur les prix de tous les appareils technologiques. Alors après, il y a des conséquences directes et d'autres plus indirectes. La première conséquence très très directe, c'était la hausse drastique du prix des cartes mémoire. Alors là, les prix ont augmenté entre 30 et 200% en quelques mois. Ça va perdurer, il n'y a pas de doute là-dessus. On peut se demander si ça a encore augmenté ou si ça va toucher une forme de plafond de verre. Franchement, j'ai pas de boule de cristal, mais je peux imaginer que la hausse continue, peut-être à un rythme plus modéré, parce que à partir d'un certain prix, ça va plus être acceptable. Donc là, le marché risque de se retourner. L'autre risque qui me fait un petit peu plus peur, c'est celui de la pénurie. Puisqu'aujourd'hui, il y a des constructeurs qui sont tentés d'acheter des stocks colossaux par anticipation ou par précaution et qui, du coup, involontairement, vont créer de la pénurie. Quand on est un géant et qu'on s'appelle Apple, DJI, Sony ou Samsung et qu'on décide d'anticiper, ça peut avoir un effet d'assèchement immédiat. C'est des acteurs qui préfèrent stocker plus cher tout de suite au risque, plutôt que de courir le risque de manquer d'une composante. Imaginez que pour un bout de mémoire, on ne puisse pas faire demain un iPhone 17 ou une PlayStation 5, c'est pour ces constructeurs-là extrêmement grave. Le second effet qui se coule, c'est le risque de hausse sur les appareils en tant que tels. Alors pour l'instant, c'est très compliqué à voir, puis c'est un peu chaotique. On a à la fois des acteurs comme chez Panasonic où on a assisté à des baisses de prix, quand chez d'autres acteurs comme OM System, il y a des hausses qui sont annoncées. C'est pour l'instant très contradictoire. Moi, mon sentiment, c'est que d'une manière générale, chez plusieurs constructeurs, le choix va plutôt être fait d'amoindrir les animations commerciales qui vont avoir lieu pendant le printemps, plutôt que de procéder à des augmentations de prix. Parce que l'augmentation de prix fait passer des steps très difficiles psychologiquement. Je pense que les remises ou offres de remboursement vont se tasser un petit peu. Après, le troisième effet me fait moins peur, c'est l'effet traditionnel du carburant, donc du transport, qui devrait avoir un impact plutôt modéré sur les appareils optiques, puisque ces produits-là voyagent plutôt en avion, alors qu'ils consomment aussi du carburant, mais sont donc moins concernés, parce que ce qui fait foi, c'est un peu le prix du conteneur sur les bateaux. Et aujourd'hui, les marques qui font du bateau vont être plus concernées, ça concerne particulièrement Canon, avec un allongement potentiellement des délais de livraison, mais au niveau des prix, s'il y a un effet, il ne devrait pas être trop fort. Là où l'impact risque d'être très important, c'est sur le prix des accessoires comme les imprimantes, les sacs, les pieds ou la lumière, où là, tout circule par bateau et donc la sensibilité au prix du conteneur est très élevée. Mais je dirais quand même qu'en conclusion, c'est le plaisir qui doit primer. On est aujourd'hui sur un marché où on se fait plaisir. Donc reporter ou anticiper des achats pour des raisons extérieures de prix, c'est aussi prendre le risque de faire les mauvais choix. Soit trop tôt, de se précipiter sur un produit et de ne pas attendre le bon produit, soit d'anticiper, enfin voilà, ou de tarder et du coup rater des opportunités. On est quand même dans un univers de passion. C'est important de savoir craquer et pas que de se dire demain ça va être plus cher ou ça va être moins cher.
Pour terminer, le festival La Gacilly Photo revient pour une nouvelle édition, la 23e, du 1er juin au 4 octobre prochain. Et cette année, il célèbre les 200 ans de la photographie, une aventure française. L'année dernière, le festival a vu passer tout de même près de 350 000 visiteurs. Au programme, 20 expositions accessibles gratuitement et installées en plein air de photographes de renom, comme par exemple Vincent Munier, Willy Ronis, Raymond Depardon, Jane Evelyn Atwood, Nadar, Pierre et Gilles, Lee Schulman, Sebastião Salgado, Éric Garot, Claudine Doury ou encore Jérôme Jans. Au-delà des expositions, le festival offre aussi une programmation riche en animations, avec par exemple le week-end inaugural les 29, 30 et 31 mai, avec la présence de nombreux photographes, de visites guidées ou encore des initiations au cyanotype. Rendez-vous donc dans le village de la Gacilly dans le Morbihan à partir du 29 mai prochain. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Je reviens 2 secondes sur cette histoire de carte mémoire parce que j'ai vu passer hier un article sur Phototrend qui annonçait une nouvelle version d'une carte SanDisk SD professionnelle avec une capacité de stockage de 2 téraoctets. Donc a priori c'est déjà un record, proposé tout de même au prix à plus de 2500 €. Donc là ça commence à devenir très très délirant. Benjamin, très belle programmation une fois de plus cette année à la Gacilly. Oui, et puis c'est logique, hein, pour célébrer les 200 ans de l'invention de la photographie qu'on situe avec le point de vue du Gras, hein, de Niepce. Donc ça va être un très bel événement. Les têtes d'affiche sont à la fois habituelles, mais voir tout ça concentré, donc du Munier, du Depardon, du Atwood, du Nadar dans le petit village du Morbihan, tout en extérieur, hein. Enfin, la grosse majorité en extérieur, accès libre, gratuit. Ça va être très chouette. Et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'événement, on peut encourager nos auditeurs, auditrices à réécouter l'émission qu'on avait enregistrée ici avec Jacques Rochet, directeur du festival, fondateur du festival, maire de la Gacilly, et Cyril Drouet, donc, qui est directeur de la photographie du festival. Alors, il y a le festival de la Gacilly, mais toi, Jean, tu avais fait le festival Gravity. Tu nous parles un peu de ce projet-là ? Oui, tout à fait. Donc Gravity, c'est un festival de graffiti sur le thème de la gravité de la situation écologique. Donc là, c'est un petit jeu de mots. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les jeux de mots. Et donc, c'est un festival pour lequel il y a eu 3 éditions en 2021, 22, 23, qui se déroulait à la fondation Good Planet de Yann Arthus-Bertrand. C'est ça la préface alors. Exactement, voilà, c'était la même époque. Et malheureusement, depuis, il n'y a pas eu d'édition en 2024-25. C'était vraiment un super événement. Il y avait vraiment 2 composantes, on va dire. Une composante artistique. Donc, on faisait venir 10 artistes qui peignaient des supports de 2 mètres par 3 devant le public pendant le week-end du festival. À côté de ça, dans le château de la Fondation, il y avait une exposition. Tout le rez-de-chaussée, il y avait entre 50 et 100 œuvres sur le week-end, sur le même thème, évidemment. Et à côté de cette dimension artistique, il y avait une composante plus informationnelle, on va dire, avec des conférences, des tables rondes, des ateliers pour vraiment sensibiliser autrement que par l'art. Donc, c'était très complet. C'était gratuit, évidemment. La Fondation, c'est entrée gratuite. Nous, évidemment, on ne faisait pas payer le festival. Donc, vraiment, tout était gratuit, tout était en accès libre. Et c'est pour ça qu'on reposait exclusivement sur des sponsors. Et depuis 2 ans, c'est un peu compliqué. On a beau avoir on organise ça via une asso d'intérêt général, mais bon, malgré ça, pas facile. J'imagine. Allez, on passe à la suite. Et Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, ta story. Cette semaine, tu nous proposes un échange avec le photojournaliste français Guillaume Herbeau, grand connaisseur de l'Ukraine. Il évoque la difficile couverture du conflit en raison de la présence massive de drones FPV. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Alors, comment fait-on aujourd'hui pour couvrir la guerre en Ukraine près de la ligne de front en tant que photographe avec toutes les menaces aériennes qu'il y a, notamment ces fameux drones FPV dont on parle beaucoup ? Mais déjà, il faut savoir que la ligne de front, elle a changé.
elle est de plus en plus large et plus grande. Maintenant, la ligne de front, elle peut faire 20 kilomètres. Donc, il y a quelques mois encore, il y a même un an, on pouvait se dire la ligne de front, elle est sur 10 kilomètres. Et donc, je suis en première ligne à partir de 10 kilomètres. Mais maintenant, à 20 kilomètres, on est en danger. Et on peut être en danger aussi à 50 kilomètres de la ligne de front, de la première ligne. Ça change tout. Et c'est lié au fait que les drones FPV, donc les petits drones, ont une capacité de batterie de plus en plus grande, donc une possibilité d'aller de plus en plus loin dans le territoire. Donc ça devient très compliqué. Il y a des territoires maintenant qui déjà allaient en ligne de front pure, donc cette zone où il y a les positions militaires et où les militaires passent parfois des mois à l'intérieur de tranchées enfouies dans la terre. Là, c'est extrêmement dangereux d'y aller. J'ai eu des témoignages de soldats où ils me racontent qu'ils sont largués à 17 km de la position et ils doivent faire les 17 km à pied pour se retrouver sur la position militaire. Et ce trajet est très dangereux puisqu'on peut être attaqué évidemment par les drones. Et donc, quand on est journaliste, ça devient pratiquement impossible. Les risques sont trop grands, trop importants. Et donc, ça oblige aussi à se dire comment raconter autrement la guerre. Sur une de tes photos prises à Kharkiv en décembre 2025 qui était publiée sur le site du Monde, on voit une route recouverte d'impressionnants filets pour empêcher justement les drones de venir percuter les véhicules ou les passants. Tu peux nous raconter un petit peu ce décor digne d'une dystopie? Oui, c'est assez étonnant. Alors, on est à Izium, un peu plus loin de Kharkiv. Et en fait, moi, j'arrive en voiture là-bas, de Kharkiv d'ailleurs, et je vais au centre-ville. Et là, je tombe sur des militaires qui installent des corridors de filets dans les rues pour empêcher toute attaque de drone. Et je continue, donc je roule avec Vadim, le fixeur avec qui je travaille, et on roule comme ça sur le corridor. Et on se rend compte que cette route va faire des kilomètres et des kilomètres et qu'elle va rejoindre en fait Izium à Slaviansk, donc sur une dizaine de kilomètres. Et c'est étonnant, déjà c'est un rapport au paysage qui change complètement, puisqu'on ne voit plus vraiment le paysage, l'horizon est bloqué. Il y a un sentiment de se dire déjà, bon, ok, s'il y a une attaque de drone, on a peut-être un tout petit peu plus de chances de ne pas être touché, même si on peut s'interroger sur la réelle protection de ces filets, puisque bien souvent, il y a deux attaques. Il y a une première attaque où il y a un drone qui tape le filet pour faire un trou, et après une autre attaque où le drone rentre à l'intérieur du filet, et donc à l'intérieur du couloir. Il faut rouler très très vite. Et donc en tant que photographe, c'est assez étonnant. Déjà, c'est un paysage dingue. Moi, c'est des paysages que je connais très très bien, le paysage du Donbass et autour du Donbass. Je les connais vraiment bien, et je les ai vus avant la guerre. Et là, avec les filets, on a l'impression de ne plus avoir accès au paysage. Et donc, on voit ces filets devant nous. Donc, ça nous interroge aussi sur la représentation, comment photographier ce genre de choses. Je parlais du sentiment de se dire, bon, on est un peu en sécurité, et en même temps, on se rend compte que là, la guerre se rapproche de plus en plus des endroits qui pouvaient sembler, il y a quelque temps, encore en sécurité. Tu avais consacré une série aux images prises avec des drones. En quoi sont-elles des outils de propagande visuelle également? Alors c'est très intéressant, cette période de cette guerre, c'est un vrai laboratoire, mais dans tous les sens du terme. C'est un laboratoire horrible, des nouvelles armes, de l'intégration de drones partout à toutes les échelles dans la guerre, des robots, de l'intelligence artificielle et aussi de l'image. Les images faites par les drones pour tuer sont aussi envoyées après sur les réseaux comme Telegram en termes de propagande où on voit les soldats se faire poursuivre par le drone avec en intégration dans l'image parfois des images, des musiques qui ridiculisent la victime. Ce qui est intéressant dans ces images horribles où on voit des gens se faire tuer pratiquement en direct, on voit les derniers regards des victimes et deux, ça reprend les images infamantes du XIVe au XVIe siècle, où l'on représentait dans des peintures des gens qui venaient d'être torturés. Et on les ridiculisait par la peinture. Et aujourd'hui, en fait, ces images infamantes, c'est des images qui viennent de pilotes de drones qui vont mettre ces images sur les réseaux. Et c'est terrible parce que, en fait, ce sont des images de propagande, ce sont des images qui ridiculisent et qui déshumanisent l'adversaire. Et aussi, ce qui est dingue, c'est que ce sont aussi des documents journalistiques parce qu'on voit les zones de combat telles qu'on ne les a jamais vues, même dans l'histoire de la guerre. Et justement, alors comment tu te situes dans un contexte pareil en tant que photojournaliste? Tu disais tout à l'heure que la menace des drones va t'obliger à aller chercher d'autres sujets,
mais avec de telles informations qui tombent également, que tu peux récupérer, puisque ce sont des informations visuelles que tu peux exploiter aussi, dont tu peux te servir. Comment tu travailles sur place? Est-ce que ça change vraiment ta manière d'évoluer? Tu évolues au jour le jour? Tu arrives encore à planifier des choses? Alors moi, j'ai de la chance, je travaille avec le journal Le Monde et entre autres avec Ariane Chemin. Et quand on part, on s'adapte au terrain, on a du temps pour travailler, pour chercher des histoires, pour parfois revenir plusieurs fois pour aller en profondeur dans la narration. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les conséquences de la guerre sur la vie normale. Et donc c'est vraiment un point de vue très particulier. On cherche la petite histoire qui va raconter la grande histoire. Et c'est vrai que maintenant, les zones de combat, pour moi, elles sont pratiquement inaccessibles. D'ailleurs, les images les plus intéressantes viennent des militaires. Et voilà, donc en fait, on raconte l'arrière-front de la guerre. Mais y a-t-il un arrière-front aujourd'hui en Ukraine, puisque tout le pays est bombardé constamment, quotidiennement, que les civils sont totalement impactés chaque jour, soit par des bombardements sur les habitations, soit par un climat de terreur, soit par des drones qui vont taper, par exemple, des cars qui amènent les gens au travail, ou encore, il y a quelques jours, là, à Kherson, il y a un drone qui a mis dans un hôpital pour enfants, qui a déposé une mine anti-char. Et donc, en fait, nous, on essaie de raconter, à travers des choses très simples, comment la guerre impacte le quotidien. Alors toi, tu entretiens un rapport très fort avec ce pays. Tu déclarais dans le web docu La Zone, ça date un peu, mais je m'en souviens Même très, avant, très bien. hein. Et même avant, oui. Mais dans ce docu, je me souviens que tu déclarais, donc docu réalisé avec le journaliste Bruno Massy, tu déclarais: parfois, je me demande si je ne suis pas devenu photographe pour travailler sur Tchernobyl. Bien des années plus tard, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ça C'est marrant parce que je me souvenais pas de cette phrase, mais ça évoque qu'il y a des lieux qui m'obsèdent. J'ai vraiment besoin d'y retourner régulièrement pour continuer à les photographier. Donc il y a Tchernobyl, mais il y a aussi l'Ukraine en tant que telle. Et il y a d'autres lieux qui sont importants pour moi. Quand je rentre dans un travail photographique, c'est vrai que j'ai du mal à m'arrêter parce que je pense que le temps est important pour raconter le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'information est instantanée et d'ailleurs elle est aussi vite mise sur Internet qu'elle est déjà oubliée. Une information chasse l'autre et moi je crois que justement le travail de photographe aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans le temps pour raconter en profondeur la société et le monde qui nous entoure. Guillaume, merci beaucoup. Merci. Voilà un témoignage hyper intéressant. Guillaume, à la fin de son entretien avec Benjamin, il évoque Tchernobyl. C'est un lieu assez symbolique dans la communauté des urbexeurs et puis un peu particulier pour toi, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc, je me retrouve tout à fait dans ce que vient de dire Guillaume. Tchernobyl, c'est un lieu où je suis allé 9 fois. C'est mon premier gros voyage vraiment friche, même si j'aime pas du tout réduire ce lieu à ça. Il y a tout un arrière-plan vraiment historique. L'accident, évidemment, mais c'est bien plus large que ça. Et donc, j'y suis allé pour la première fois en 2015. Donc, vraiment mon premier voyage après voilà, l'Allemagne, l'Autriche, quelques petits pays proches où j'étais allé même en voiture. Mais donc, j'y suis allé aujourd'hui 9 fois. J'y suis allé 3 fois tout seul. Et au bout de 3 fois, c'est pour ça que je me retrouve vraiment dans ce qu'il dit, parce que j'avais senti que même en ayant passé 3 fois plusieurs jours, j'avais pas du tout fait le tour de la question, j'avais vraiment besoin d'y retourner. Mais c'est un lieu qui coûte très cher. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie d'y retourner, mais je peux pas vraiment continuer à faire comme ça 5 jours tout seul, parce qu'il faut une voiture, il faut un guide, il faut un chauffeur. Donc ça coûte vraiment cher. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faut que je me mette à organiser des groupes et amener des gens avec moi. Et donc, les 6 fois suivantes, j'ai amené 6 groupes. Donc 3, 4, 5 personnes sur 4-5 jours. Et donc j'y suis retourné comme ça. Alors j'ai amené des gens, je leur montrais vraiment les points phares classiques, on va dire, la grande roue, les choses un peu classiques. Mais à chaque fois, on allait vraiment dans la pampa, hein, vraiment, on allait se perdre dans les villages, trouver des théâtres que personne n'avait vus, enfin en tout cas beaucoup moins que les classiques, on va dire. Et malheureusement, c'est l'invasion de la Russie qui a mis fin à tout ça. Et moi, c'était devenu vraiment une grosse partie de mon boulot parce qu'en 2021, du coup, j'y suis allé 3 fois. J'ai amené 3 groupes et ça allait continuer comme ça. Mais j'avais un groupe d'ailleurs, je crois, pour quelques mois après l'arrivée des Russes. Mais ouais, c'est un lieu qui est hyper fort. Moi, donc, déjà, de par ma sensibilité sur la nature, on n'en a pas encore parlé, mais l'homme est parti depuis 40 ans. Donc,
Vraiment, c'est fou à ce niveau-là. Vraiment des immeubles entiers repris. Et à côté de ça, il y a aussi l'imagerie soviétique qui me passionne aussi par ailleurs. Je suis fasciné par ces fresques de propagande. C'est Il n'y a pas magnifique. que Tchernobyl pour un peu aimer ce genre de choses. Non, pas du tout. Moi, c'est pour ça que je suis allé à peu près partout en Europe de l'Est. Mais c'est quand même là-bas, en plus de cette imagerie-là, il y a vraiment le côté décadent. C'est-à-dire, il y a ces fresques, mais elles sont complètement décrépies, des statues de Lénine complètement presque écroulées. Donc, il y a en plus le côté vraiment passage du temps sur cette imagerie forte. Donc, pour moi, c'est magnifique. Et puis la nature, comme tu le dis, qui a repris possession des lieux, puisque préservé, entre guillemets, intact, où il y a plein de faune qui est retournée là-bas. Ouais, Des fleurs exactement. qui poussent de partout, paraît-il. Exactement. Effectivement, c'est une zone militaire, donc il n'y a pas tant que ça de passage, même si bon, il y a un gros tourisme. Enfin, il y avait un gros tourisme vraiment qui était pas du tout bon pour les lieux. C'était vraiment beaucoup de gens qui venaient sur la journée de Kiev, qui faisaient l'aller-retour, qui étaient vraiment dans la consommation, pas spécialement dans le respect des lieux. Donc bon, c'est quand même pas mal abîmé chaque année. Du coup, j'y suis allé sur une plage de 6 ans, je crois. Donc j'ai vu sur 6 ans ce que ça a fait. Surtout que c'est plus ou moins la période où ça a explosé en termes de tourisme. Je pense que ça n'a pas trop bougé pendant 30 ans. Et puis après, vraiment, dès, je sais pas, 2015-16, ça a commencé à vraiment grossir et pas trop bien tourner. Et donc la nature, oui, elle est revenue. Et bon, malgré ce tourisme, c'est fou de voir vraiment, je sais pas, des tanks soviétiques dans les herbes hautes. Il y a des façades, des immeubles entiers où le lierre grimpe jusqu'au 4e étage. Il y a des salles de classe où il y a des arbres qui poussent à l'intérieur. Enfin, c'est incroyable. Et pour finir, un mot quand même sur le travail de Guillaume Herbout. Moi, je vous invite à suivre ce photographe, qui est donc un spécialiste, entre guillemets, grand connaisseur de l'Ukraine, comme Éric Bouvet. Il était, lui, en 2014, au moment de la Révolution Orange, à Maïdan, etc. Et bien avant, donc comme on le dit dans l'entretien, il avait consacré un énorme web docu à l'époque qui s'appelle La Zone. C'est en 2011, un web docu consacré à Tchernobyl. Et Guillaume a la chance, entre guillemets, de collaborer régulièrement avec Le Monde, donc il a des moyens pour faire un travail de fond, des enquêtes au long cours. Donc, si vous êtes abonné au Monde ou pas, vous pouvez suivre son travail. Mais en général, c'est vraiment à contre-courant de l'actualité. Et on parle beaucoup de tout ce qui se passe au Proche-Orient, etc. Malheureusement, le conflit en Ukraine continue. C'est de plus en plus compliqué pour les photographes de couvrir tout cela en images. On l'avait entendu avec le couple de photographes ukrainiens, les Lipkos, l'année dernière. Et cette année, 4 ans après le début de la guerre, on l'entend à nouveau avec Guillaume. Ça ne s'arrange pas, loin de là. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion avec toi, Jonc, sur la photo d'Urbex. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Passionné de photos et de vidéos, faites confiance à Camara, la première coopérative de magasins spécialistes photos et vidéos en France. Camara, ce sont 90 magasins indépendants représentant les plus grandes marques du marché. Animés par des passionnés et des experts techniques, vous aurez accès à des conseils ultra personnalisés, des démonstrations de produits, des prêts de matériel façon touch and try, des coachings photos et la promesse d'un service après-vente fiable et professionnel. Camara, c'est aussi un vaste choix de matériel d'occasion dans nos magasins et la possibilité de bénéficier de reprises sur votre ancien équipement. En prime, toute l'année, Camara vous offre la 3e année de garantie sur l'achat de matériel neuf en boîtier et optique hybride. Partagez et vivez votre passion auprès de spécialistes reconnus. Venez en magasin ou retrouvez-nous sur www.camara.net. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Jonc pour cette émission un peu masterclass consacrée à la photographie d'Urbex. Alors en guise d'introduction, on vous propose d'écouter le témoignage de Yves Marchand et Romain Meffre, un duo de photographes spécialisés dans l'Urbex qui signent un travail sensible à la chambre reconnu internationalement. Ils nous donnent leur définition de ce qu'est la photo Urbex. On les écoute. Qu'est-ce qu'est la photographie d'Urbex? C'est plutôt l'activité d'exploration urbaine qu'on décrirait comme effectivement accéder à des lieux inconnus, insolites, auxquels on n'est pas forcément censé accéder, donc en dehors de l'espace public, souvent interdit, mais pas que.
perçus souvent comme dangereux, mais en tout cas comme des lieux au moins alternatifs ou oubliés, quoi. Et ensuite la photo, c'est presque quelque chose qui couvre, enfin qui va couvrir aussi ce domaine, mais qui va s'étendre un petit peu à la manière dont ces lieux se connectent effectivement à la ville, à l'histoire et au paysage, quoi. Je dirais qu'au départ, dans ces lieux, il y a quelque chose qui est assez candide, enfin une sorte d'attirance un peu pour l'inconnu, pour le. Ouais, c'est un mélange avec dans ce qui nous attire dans ces lieux entre le côté très puissamment évocateur qu'ont les ruines ou les lieux oubliés qui font embrayer très très rapidement l'imagination, puisqu'à chaque fois qu'un lieu est à l'abandon, il y a quand même un mystère derrière, c'est pourquoi il a fermé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi il est dans cet état. Et après, le visiter, ça devient un peu un parcours initiatique, c'est-à-dire qu'on apprend la géographie, l'histoire de manière très physique, finalement très palpable, vu qu'on parcourt les lieux, et ça rend l'expérience à la fois fascinante et extrêmement ludique, quoi. Et au départ, il y a une attirance chez Yves comme chez moi pour quand on était gamin, hein, pour les châteaux à l'abandon, pour l'idée de l'archéologie, même archéologue amateur, l'idée vraiment de la quête un peu du trésor, de découvrir par soi-même. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a poussé à, on va dire, sauter nos premières barrières, entrer dans ces lieux, et après, voilà, ça devient quelque chose de si intéressant qu'on a poursuivi, quoi. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou à préciser, donc, sur ce qui vient d'être dit? Non, c'est très bien dit, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit. Ce que je peux rajouter, c'est que pour moi, donc, Urbex, Urban Exploration, hein, exploration urbaine en français, moi, il y a vraiment une composante urbaine, justement, donc c'est vraiment la ville. Donc, je considère que l'Urbex, c'est beaucoup la face cachée de la ville. Donc, tu le disais en introduction, tout ce qui est toiturophilie, cataphilie, métro, c'est vraiment explorer ce qu'on n'a pas l'habitude d'explorer quand on vit dans une ville, en fait. Donc, voilà, les toits, les catas, les métros. Moi, c'est ce que je faisais vraiment il y a longtemps, au tout début. Après, les lieux abandonnés, on rentre ça dans la même case, on va dire, mais bon, moi, je considère pas forcément que ça rentre dans l'urbex, en fin de compte, parce que c'est l'urbex. Moi, il y a rien d'urbain dans 95% de ce que je fais, hein. Je suis dans la pampa totale, dans des châteaux au milieu de nulle part, des usines au milieu de nulle part. Alors, urbain dans le sens où c'est une construction humaine, donc on peut voir ça comme ça. Après, bon, voilà, c'est. Il y a le terme rurbex qui apparaît Ouais, parfois pour justement décrire ce que tu Tout dis à là, fait. le côté rural et à la Voilà. fois abandonné, quoi. Voilà, bon, ça, c'est tout à fait, c'est un terme qui est né pas assez récemment pour justement compenser le fait que. Parce que c'est vrai, il y a plein de châteaux abandonnés qui sont au milieu de nulle part. Exactement. Ça n'a rien d'urbex, en fait. Moi, j'ai déjà visité des choses en plein centre-ville de grandes villes, mais c'est 0,1% de ce que j'ai visité. Après, voilà, disons, on va dire que c'est un terme général, urbex, dans lequel on peut mettre plein de choses. Et, Mais voilà. les toits, on n'y pense pas forcément. La toiturophilie, Bah- c'est vrai qu'on n'a pas cette image de dégradation, peut-être. Pourtant, il y a la notion d'interdit, il y a la notion un peu isolée, pas forcément accessible. C'est 100% l'urbex pour moi, les toits. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de dire, mais parce que j'ai jamais fait, mais c'est les grues. Il y a plein de gens qui voient la ville via les grues, et donc ils grimpent des grues. Alors, je parle même pas de ceux qui veulent juste l'adrénaline de se pendre et de faire des vidéos sensationnalistes pour YouTube, mais il y a vraiment des gens qui font des photos sur des grues parce qu'ils veulent documenter la ville depuis ce point de vue-là. Donc ça, pour moi aussi, c'est 100% l'urbex. Alors ça, pour le coup, j'ai jamais pratiqué. Mais voilà, ça, c'est une composante aussi assez importante, même si bien moins pratiquée, mais dans le cadre de documenter la ville, c'est essentiel. C'est quoi qui te plaît dans cette photographie? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Alors, ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Ce qui me fait vibrer, moi, c'est. Alors, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, mais c'est vraiment l'impact du temps, les traces du temps qui passe. Vraiment voir la peinture qui se fissure, la peinture écaillée, je veux dire, les murs qui se fissurent, la nature qui revient, vraiment les marqueurs du temps. Et moi, pour moi, il y a une poésie là-dedans qui est vraiment forte. Et quand le lieu, en plus, est intéressant, pour moi, ça fait des photos extraordinaires. Et donc, voilà, il y a une dimension esthétique, premier abord, on va dire, mais après, il y a une réflexion aussi derrière tout ça, qui est la place de l'homme sur Terre. Et ça, pour moi, ça, c'est hyper intéressant. C'est pas juste un sujet esthétique, c'est aussi une vraie réflexion derrière. Est-ce qu'il y a un départ à tout ça? Est-ce qu'il y a des précurseurs, des gens qui ont tout simplement lancé ce mouvement, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait comme ça, dans bouche à oreille, ou un aspect communautaire qui a fait que c'est devenu connu?
Non, il y a forcément un gars qui a commencé. Alors, je crois que il y a une quarantaine, cinquantaine d'années aux États-Unis. J'ai oublié son nom. Un Américain. Bon, vous trouverez. J'ai plus son nom, mais c'est certainement lui le précurseur. Après, il y a toujours des gens qui ont fait ça, de visiter des ruines. C'est une activité humaine depuis la nuit des temps. Moi, c'est pas comme disait Romain. Moi, quand j'avais 10 ans, j'allais explorer. Il y avait les ruines de la maison de Joséphine de Beauharnais dans le village dans lequel j'habitais. Et donc, je suis allé quelques fois, voilà, j'avais 9-10 ans, je sais plus. Ça, c'était vraiment mes premiers contacts avec les ruines. Bon, même si j'y repensais après, mais quand j'ai commencé, j'y pensais plus du tout à ça. Hein. C'est mes parents qui m'en ont reparlé. Mais donc voilà, la ruine, ça a toujours attiré. Alors après, le côté urbex, vraiment, je pense que c'est vraiment l'explosion des réseaux sociaux qui a fait vraiment connaître ce terme et cette activité. Mais voilà, dater le début, c'est pas comme, je sais pas, l'impressionnisme, tu vois, c'est plus flou que ça, quoi. Oui, disons qu'il y a plus un moment où le courant est vraiment devenu populaire. Enfin, Voilà. nous, on travaille dans la photo depuis un moment, mais depuis, je sais pas, moi, 2010 environ, j'ai l'impression que c'est vraiment un terme qui revient souvent, qui est devenu un genre, en fait, photographique. Alors, c'est un genre photographique tout à fait. Alors, 2010, je sais pas, moi, j'ai commencé en 2013, et à l'époque, il y avait quand même pas grand monde qui en parlait. Évidemment, il y avait quand même déjà pas mal d'activités, mais c'était quand même très, très, très confidentiel. Alors, je sais pas si en 2010, il y avait déjà dans la presse, il y avait déjà des. Ah, moi, j'ai souvenir d'eux. Ah ouais. Après, voilà. Bah, c'est bien. Petit à petit, tu vois. Parce que tu étais aussi peut-être journaliste dans le milieu peut-être de la photo. On est un petit peu dedans. Donc forcément, on baigne un petit peu dedans. Mais je pense, moi, je me rappelle, vraiment, il y avait quelques groupes Facebook. C'était pas du tout comme ce que c'est aujourd'hui, hein, clairement. Est-ce que tu aurais des noms de photographes, de maîtres de la discipline qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs d'aller regarder leur travail pour s'inspirer? Français ou pas d'ailleurs, hein. Français ou pas. Des maîtres de la discipline, j'ai envie de dire en toute objectivité et modestie que t'en as un devant toi quand même, parce que t'es un peu là pour ça en même temps. Voilà. Mais ça fait toujours prétentieux de dire ça, mais bon, si tu prends vraiment les critères objectifs de, je sais pas, les livres, les expos, les voyages, évidemment, individuellement, t'as des gens qui ont fait plus de je sais pas quoi, plus de presse, ou individuellement plus de followers, mais je pense que tu prends l'ensemble quand même, il y a pas grand monde. Mais bon, sinon, tu vois, Marchand MF, par exemple, c'est tout à fait des références dans le milieu. Après, pas français, franchement, il y a beaucoup de. En italien, tu vois, en Italie, je veux dire, il y a un Italien qui est très fort, qui s'appelle Nicola Bertellotti, par exemple, qui est très fort. Alors, il est allemand ou autrichien, il y a Sven Fenema, par exemple, qui est très fort. Il y a quand même beaucoup de Français. Enfin, je suis moins. Il y avait un gars qui s'appelait Greg Abandon, qui était, je crois, anglais, qui était très, 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 très fort. Alors, il a un peu arrêté, mais lui, il était très, très suivi. À l'époque, je pense même que c'était le numéro 1 vraiment sur tout ce qui était réseaux sociaux, en tout cas. Très suivi, très connu. Est-ce que tu connais une femme qui s'appelle Lana Sator? Ouais, tout à fait, ouais. Elle a une histoire singulière. Tu peux nous la raconter très rapidement? Je la connais de loin, je lui ai parlé 3 fois. Elle est russe, et elle est allée faire un trip urbex en Albanie. Et elle s'est fait chaud. Alors, je te dis ça, vraiment, c'est mes connaissances de loin. Hein. Je vais essayer de pas dire de conneries, mais je vais essayer de pas dire de bêtises. Mais donc voilà, elle faisait un trip urbex en Albanie. Elle s'est fait choper dans un lieu un peu sensible, militaire, quelque chose comme ça. Elle s'est fait arrêter. Et du coup, elle a été accusée d'espionnage, emprisonnée, je crois, quelque temps. Et depuis, elle peut pas quitter le pays. Alors, vraiment, j'ai pas les détails, mais je sais qu'aujourd'hui, elle vit toujours en Albanie. Il doit y avoir un procès en cours. Peut-être qu'elle est interdite de quitter le territoire, je sais pas. Mais voilà, alors pour le coup, c'est une des anecdotes les plus graves, même si on parle pas d'intégrité physique ou on parle pas de mort ou quoi. Il y a eu des morts, évidemment, on y viendra tout à l'heure, je pense. Mais ça, je pense que vraiment, ne pas pouvoir rentrer dans son pays, c'est quand même grave. Et alors voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Je pense que j'ai quand même dit les grandes lignes, mais voilà, ça, c'est un exemple vraiment, vraiment très parlant que voilà, l'urbex, c'est pas des balades dans le parc, quoi. Non, on va bien rappeler tout ça aussi. Alors, l'urbex, donc c'est carrément un mouvement photographique qui intéresse beaucoup de photographes et d'idéastes qui veulent s'y essayer, mais c'est un mouvement aussi qui a un certain écho auprès du public. Pourquoi le public, selon toi, se fascine pour ces images-là, eux qui sont quand même, on va le dire, très souvent soumis ces dernières années
à des images de destruction qui peuvent faire penser un petit peu à de l'urbex, mais il n'y a pas le même rapport entre la photographie de documentaire de guerre et l'urbex à proprement parler. Effectivement, déjà par rapport à la photographie de guerre, moi on me demande souvent pourquoi tu vas pas à Gaza, pourquoi tu vas pas en Ukraine, parce qu'en final les photos sont plus ou moins les mêmes. Mais alors moi, jamais de la vie je vais aller photographier un terrain post-guerre. Je me sentirais pas bien du tout de. Alors même si j'ai visité des maisons, voilà, où les gens venaient de partir pour des raisons pas forcément agréables, on va dire. Mais bon, ça tu le sais pas forcément. Mais jamais de la vie j'irai photographier un. Alors, j'adorais documenter les choses, mais pas dans le cadre de ce que je fais en termes d'urbex. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, comme l'a très bien dit tout à l'heure Romain, c'est qu'il y a une fascination pour les ruines. C'est aussi un monde que les gens ne connaissent pas. Et en fait, on est toujours attiré par l'inconnu. Et les lieux abandonnés, faut savoir, moi je me rends compte maintenant que j'amène des gens dans les friches, il y a plein de gens qui n'osent pas. Ils savent qu'il y a tel ou tel bâtiment dans leur village, dans leur ville, mais ils n'ont jamais réussi, ils n'ont jamais osé, je veux dire, franchir le pas d'escalader un petit mur. Même parfois, c'est pas forcément compliqué de rentrer, mais ils vont se dire, j'ai peur, je sais pas sur qui je vais tomber, je sais pas si je vais pas me blesser ou quoi. Donc il y a vraiment à la fois une inconnue, une crainte, et voilà, les gens ils sont forcément attirés par ça. Et en plus de ça, il y a vraiment le côté vraiment ruine et esthétique, et c'est vraiment des univers vraiment forts. Et alors, comme tu dis, on est soumis à des photos. Alors, sans même parler celle de la guerre, on est abreuvé d'images de tous les côtés. Et ça, c'est peut-être aussi. Alors, même si ça commence à être plus connu, c'est que t'es quand même moins. On voit moins de photos d'urbex que de photos animalières, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais après, dans l'urbex, il y a tout le côté imaginaire aussi qui peut être développé. Parce qu'on voit une scène, on peut se dire, tiens, que ce soit un ancien lieu soviétique bétonné avec des fresques écaillées, tout ça, on peut se dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passait là? Ou alors, ça peut être un vieil hôpital, on peut se dire, mais tiens, on tournerait bien un film de zombies là, ou qu'est-ce qui s'est passé? Une espèce de virus. Ou tes images, avec des espèces de même d'arbres qui vont pousser dans des carcasses de voitures. Enfin là, ça devient assez extraordinaire. Et là, on se dit, mais ah oui, c'est génial. La nature est en train de reprendre ses droits et va même peut-être faire disparaître toute trace humaine. Ah bah ça, c'est tout à fait mon discours. Hein. C'est vraiment ce que je mets, le narratif que je mets à côté de mes photos. C'est ça, c'est montrer que la nature, elle revient. Enfin, elle était là avant. On l'a chassée en construisant tel ou tel bâtiment. Du coup, on est loin de la guerre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la guerre, on va avoir toujours de l'humain à un moment. Ouais. Il va y avoir une trace humaine, mais palpable, visible, que ce soit du sang, que ce soit des blessés, que ce soit... Bon, l'urbex, c'est un peu différent. C'est vraiment, on est vraiment dans l'après, quoi. Effectivement. Alors, il y a de l'humain dans le sens où voilà, il y a un bâtiment abandonné, une voiture. Enfin, c'est une trace humaine, de construction humaine, on va dire. Après, comme tu dis, il y a pas d'humain. Bon, il y a pas de sang, il y a pas de. Mais attends, je voulais te répondre par rapport à la première chose que tu disais. Du coup, j'ai répondu sur la deuxième, et j'ai zappé de quoi je voulais parler au début. Tu parlais la réappropriation. Non, l'imaginaire. Non, c'était l'imaginaire. Ouais. Effectivement, ces photos-là appellent un certain imaginaire. C'est pas des photos que tu vois qui vont te montrer, je sais pas, un paysage magnifique dans tel ou tel pays, un animal, un super cadrage d'un super éléphant dans un parc national. Enfin, c'est des choses qui appellent plus d'imagination. Et voilà, encore une fois, dans un monde où on est abreuvé d'images, ça peut interpeller plus des photos qui te laissent divaguer dans un autre monde. Alors, on va évoquer les risques sécuritaires liés à la pratique de l'exploration urbaine, mais avant tout, il y a aussi les risques juridiques. Et il faut d'ailleurs bien faire le distinguo entre risques juridiques liés à l'exploration en elle-même et les risques juridiques liés à l'exploitation des images réalisées. Comme nous l'explique l'avocate Joëlle Verbruge, inscrite au barreau de Bayonne et spécialisée dans les questions de droit photographique. Elle a d'ailleurs rédigé un article sur ce sujet dans le numéro 104 du magazine Compétences Photo. Alors, il faut savoir d'abord que les risques en matière d'urbex ne sont pas visés comme tels par la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des dispositions légales spécifiques sur l'exploration photographique ou vidéo des lieux abandonnés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rabattre sur les règles générales. Et en fouillant pour répondre aux questions et puis aussi pour rédiger un article que j'avais publié à ce sujet-là dans Compétences Photo, je me suis aperçue qu'en 2023,
le législateur a rajouté 2 articles dans le code pénal qui, essentiellement s'adressent aux squatteurs, mais qui peuvent très bien être utilisés par le parquet, en cas d'arrestation de personnes qui pratiquent l'urbex, et sont les articles 315-1 et 315-2 du code pénal qui, répriment l'introduction, je cite: «L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel, à l'aide de manœuvres, de menaces ou de voies de fait». Donc par exemple en détruisant une clôture, en forçant une porte, une barrière, etc. Et ces dispositions-là prévoient potentiellement, alors on va en reparler après, une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Alors il faudrait donc pour ça qu'il y ait une voie de fait, c'est-à-dire que rentrer dans un lieu abandonné qui est déjà ouvert aux 4 vents, en principe, il n'y a pas de voie de fait et donc en principe, la disposition n'est pas applicable. Mais ce sera un problème de preuve, il va falloir prouver ça devant un magistrat, et généralement la parole des policiers qui viendraient vous arrêter pèsera un peu plus lourd que vos déclarations à vous disant ben non, mais c'était ouvert, je suis rentré, il n'y avait pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire quand on est sur le terrain? Alors déjà, de toute façon, ne rien voler, parce que même si c'est un lieu abandonné, un vol, une destruction, ça reste une destruction de la chose d'autrui ou une soustraction de la chose d'autrui, c'est-à-dire un vol, et donc là, c'est susceptible de poursuite. Donc, moi, le conseil que je donne généralement quand on m'interroge là-dessus, c'est d'avoir une caméra, même si vous filmez certains plans de manière plus artistique, d'avoir une GoPro accrochée à votre casque ou je sais pas comment vous vous protégez, et de filmer en plan continu tout ce que vous faites. C'est-à-dire dès le moment où vous arrivez sur les lieux, avant de pénétrer, pour regarder, regardez, là, la barrière, elle est cassée, tout est ouvert, on rentre par là, et puis vous filmez tout ce que vous faites. Un plan continu, sans coupe, sans rien, pour bien montrer que vous êtes passé, vous n'avez rien touché, vous avez fait des photos, vous n'avez rien déplacé, etc. Ça, je vais pas dire que ça vaut ça vaut comme une vraie preuve devant un juge, mais ça va quand même aider. Et après, au niveau de la diffusion des images, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de disposition spécifique en matière de droit à l'image des biens pour l'exploration des lieux abandonnés, on va reprendre les dispositions générales, c'est-à-dire qu'on va examiner si la diffusion de l'image du bien est susceptible de causer un trouble anormal, c'est le critère général pour l'image des biens, au propriétaire du bien. Et ça, ce sera à lui à le démontrer de nouveau. Alors là, à mon avis, ça devient très théorique parce que il faudrait que le propriétaire du lieu abandonné démontre, par exemple, que suite à la diffusion de l'image d'un photographe qui a précisément localisé les lieux, tout d'un coup, il y a des marées de nouveaux explorateurs urbex qui sont arrivés et qui, eux, ont causé des dégâts. Bon, il va falloir démontrer le lien de causalité. À mon avis, ça va être compliqué. Donc, je crois qu'en termes de diffusion d'images, c'est beaucoup moins dangereux que la pratique elle-même. Je précise que Joëlle propose, en plus de ses prestations en tant qu'avocate, de nombreux ouvrages sur les notions de droit à l'image, des conférences, des webinaires sur son site blog.droit-et-photographie.com. Jonc, tu as déjà eu des problèmes avec la police ou la justice dans tes 1500 explorations? Ouais, bon, faut que je mette ma bio à jour sur mon site, on doit être vers 2000. Mais enfin, je déteste l'idée de compter, et vraiment, c'est juste, je sais, voilà, c'est dans ces eaux-là. Mais alors oui, déjà, je me suis fait attraper des dizaines de fois. Sur le lot, hein, c'est rien. Enfin, quand tu es 50 sur 2000, c'est rien. Mais un gardien, un voisin, un agent de sécu, enfin, plein de fois. Après, donc la justice, bon, clairement non. Déjà, je te réponds, j'ai jamais eu de problème avec la justice. Et la police, une seule fois, parce qu'un gardien, justement, un agent de sécurité dans une usine, a appelé la police. 99 fois sur 100, on va discuter, je vais lui expliquer, je suis rentré par là, j'ai rien cassé, et il va me laisser repartir. Et une fois, voilà, cet agent-là en question, il a fait du zèle, et il a appelé la police. Donc voilà, ils sont arrivés, 2 voitures pleines, 6 ou 8 policiers, je sais plus. Et ouais, de carte d'identité, qu'est-ce que vous faites là, par où vous êtes rentré. Et donc là, voilà, j'ai expliqué, je suis rentré par là, on venait d'arriver en plus, donc on n'était même pas encore, j'avais pas encore visité l'usine. Et donc voilà, j'ai expliqué, je suis rentré par là, il y a un trou dans la clôture, il connaissait même pas les voies, donc il savait très bien qu'il y avait un trou dans la clôture. On va faire des photos, ils ont regardé les sacs, ils ont bien vu que c'était du matériel photo et pas un pied de biche ou des bombes de peinture. Et donc voilà, au final, ils ont appelé le propriétaire quand même pour demander s'il voulait porter plainte. Ils ont dit au propriétaire qu'on n'avait pas dégradé, donc forcément, ils savaient qu'il n'y avait pas raison de porter plainte, comme vient très bien de dire l'avocate. Voilà, ils avaient rien à me reprocher en fin de compte.
si ce n'est d'avoir pénétré dans une propriété privée, mais sans effraction, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça que moi j'insiste à dire que pour le coup, 100% des lieux que j'ai visités, j'ai jamais cassé une porte, une fenêtre, même coupé une clôture. Il y en a, c'est leur quotidien, hein, vraiment, dans cette activité-là. Moi, j'ai pas fait une fois quoi que ce soit Ni pris quoi que ce soit d'ailleurs, puisqu'elle Non, part alors- de la soustraction de biens. Alors ça, je te cache, ça m'est arrivé une fois, tu vois, il y avait une dent de requin dans une maison qui allait s'écrouler. J'avoue, j'ai pris une petite dent de requin. Enfin, petite, non, justement gigantesque. Il y a belle lurette. Quelqu'un l'aurait prise après moi, tu vois, je suis transparent. Mais non, sinon, il y a des brocanteurs qui font de l'urbex, faut le savoir. Donc il y a des gens, ils vont trouver une maison, ils vont revenir la nuit, ils vont la vider. Des châteaux, je t'en parle même pas. Moi, j'ai visité des châteaux, mais tu hallucines devant on va dire la valeur de tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vu des toiles incroyables, des meubles incroyables, des armes, des épées, des trucs, des statues. Bon, moi, évidemment, je suis jamais revenu la nuit avec un camion pour vider une maison, mais il y en a qui font ça. Ils sont urbexeurs le jour, brocanteurs la nuit. Hein. Et qu'est-ce que tu penses du conseil qu'elle donne, qui est très concret, de se filmer, par exemple, pour aller découvrir un lieu et montrer qu'on l'a fait avec bienveillance, ou en tout cas sans aucune intention de nuire ou de dégrader? Ben, c'est une super idée. J'avais acheté une GoPro. Alors, il y a belle lurette, il y a 10 ans, j'ai acheté une GoPro. Alors, c'était pas pour ça. Hein. Je voulais juste, voilà, j'ai bien vu que les réseaux sociaux, c'était bien de faire des vidéos. Bon, je me suis jamais servi de cette GoPro. Elle est encore dans un tiroir. Je m'en suis vraiment jamais servi. Mais c'est une super idée. Vraiment, il y a rien de mieux pour prouver que t'as rien cassé que de montrer, voilà, que t'as pris tel sentier. Oui, le tel moment où trou. tu sors de ta Voilà, voiture, ouais, exactement. jusqu'au moment Ouais, où tu y retournes. c'est une super idée. Est-ce qu'il y a des cas d'école sur ces sujets d'effraction, pour le coup, qu'on pourrait raconter pour sensibiliser nos auditeurs à ça? Bah, qu'à l'école, est-ce que je connais quelqu'un qui s'est fait prendre en train de fracturer? Je sais qu'il y en a qui le font, je sais qui le fait, mais est-ce qu'ils se sont fait attraper? Je sais pas. Qu'à l'école, ce qui vraiment, enfin, pour pouvoir dire, quand on se fait attraper, pouvoir dire qu'on est rentré par tel endroit, tel grillage ouvert, telle porte ouverte, telle fenêtre cassée, c'est essentiel et je me dis que ceux qui se font attraper, franchement, ils l'ont mérité parce que tu casses pas pour rentrer chez quelqu'un, surtout pour faire une photo, une vidéo. Enfin, C'est-à-dire que toi, une porte qui est fermée, tu vas pas tenter. mais moi, j'ai déjà fait des 400 bornes pour me retrouver devant une porte fermée. J'ai fait demi-tour. Enfin, en l'occurrence, j'ai pas fait demi-tour. Je suis allé à numéro 2 de la journée. Mais oui, bien sûr. Non, je me vois C'est pas. une ligne rouge que tu franchis jamais. Ah non, jamais. Le plus que j'ai fait, vraiment, encore une fois, tu vois, je te le dis, il y a une fenêtre en Autriche, un premier voyage de 2014, il y avait des clous sur une fenêtre, j'ai poussé, mais j'ai pas cassé du tout, c'est un truc, ça avait été remis, ça avait été ouvert, fermé, les mecs, ils ont même pas remis un nouveau clou. Voilà, j'ai poussé un truc, et le mec, il est revenu derrière, il a repoussé, son clou est rentré dans le même trou, si tu veux. Ça, c'est le pire que j'ai fait, c'est ça, il y a eu aucune casse, il y a eu rien. Donc non, vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel tu sais pas si tu vas te faire attraper, donc de toute façon de base je casserai pas, c'est pas une question d'avoir peur de se faire attraper, mais disons il faut toujours pouvoir prouver que je sais, je connais très bien ce que vient de dire l'avocat, donc je sais très bien qu'il faut pas se faire attraper en train de casser ni même voler, donc moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes, d'autant plus que des lieux abandonnés il y en a des millions, donc c'est pas parce qu'il y en a un qui est fermé qu'il y en a pas un 50 km plus loin, donc voilà, je vais pas prendre le risque. Bon, on va maintenant parler de l'approche terrain pure en urbex. Il y a naturellement plusieurs aspects à évoquer. L'aspect photographique, bien entendu, mais aussi, et avant tout, l'aspect sécuritaire. Parler de sécurité pour de l'exploration libre de sites laissés à l'abandon, est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Bah non, c'est pas contradictoire parce que c'est essentiel, hein, c'est des lieux dangereux, donc il faut vraiment. Je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent et qui peuvent se dire tiens, ça a l'air cool, là, je vais y aller, mais bon, faut qu'ils soient sensibilisés au fait que c'est dangereux. Il y a des gens qui meurent. Moi, j'ai un copain qui a failli mourir, vraiment un ami proche qui a failli mourir dans une maison abandonnée. Il est passé à travers le plancher. C'est quoi les risques du coup ? Ah bah les risques, passer à travers un plancher, tomber dans un trou dans les usines. Quand ils ont enlevé toutes les machines, tous les tuyaux qui passaient partout, bah il y a des trous partout. Et donc, alors d'autant plus en photo, quand t'as tendance à tu regardes ton cadre, tu dis tiens, je vais élargir mon cadre, je vais reculer. Bah tu regardes pas où tu mets les pieds, tu tombes dans un trou, ou une rambarde qui a été enlevée. Il faut savoir que les premiers à visiter les lieux abandonnés, on va dire dans les premiers, il y a les graffeurs et les voleurs de métaux. Et les voleurs de métaux, en une semaine, il n'y a plus de rambarde, il n'y a plus rien. Donc, ils te rendent un lieu qui était de base dangereux, beaucoup plus dangereux. Donc voilà, vraiment,
les usines avec les trous, on va dire, et les maisons avec, ou les châteaux, tout ce qui est résidentiel, on va dire, avec l'eau qui est rentrée depuis 10 ans, qui a pourri tous les planchers. Oui, ou des bâtiments amiantés, etc. Ah oui, alors, évidemment, ça, tu as ça l'amiante. peut être, Bon, ça, j'ai envie de te dire que ça, je suis moins sensible. Je reste pas longtemps, je respire pas. Tu vois. Mais effectivement, il y a de l'amiante. Je le vois souvent écrit, danger amiante. Bon, là, voilà, je respire. J'ai un masque que je ne mets pas plus que ça. Mais oui, il y a l'amiante, effectivement. Mais ce que tu disais là sur la photo, le fait de reculer sans forcément savoir ce qu'il y a derrière, etc., c'est intéressant parce que est-ce que ça veut dire qu'avant de sortir l'appareil, il ne faut pas vraiment sécuriser le périmètre, faire un repérage, idéalement, et se dire, bon, avant de sortir le matos, ou voire avant de revenir avec du matos, je vais faire vraiment un repérage, me dire, tiens, c'est safe, je peux y aller, quoi. Ouais. Bon, moi, le matos, il est toujours sorti. J'ai toujours on en parlera après, mais j'ai toujours tout sorti dès que j'arrive dans un lieu. Par contre, après, oui, c'est l'expérience, c'est que quand je pose le trépied, je regarde autour. Alors, je fais pas de tour de repérage global. En fait, t'as pas le temps de faire ça dans une usine qui fait. Moi, je vois un truc à photographier, je vais le photographier. Tu sais pas, en plus, tu vas faire le tour, tu vas te faire choper à l'autre bout. Et au final, tu auras fait 0 photos. Donc, vraiment, moi, je fais les photos. Mais si tu te fais choper, d'ailleurs, on te demande les photos ou... Une fois en Belgique, j'ai un gardien qui m'a demandé d'effacer les photos. Vraiment une fois, et quand je suis rentré chez moi, je les ai récupérés. Tu réécris pas dessus, en fait. Donc, évidemment, dès qu'on te demande ça, tu enlèves la carte mémoire, tu en mets une autre. Voilà, et surtout, tu réécris pas dessus, et voilà, c'est hyper facile de les récupérer. Et pour une de mes aventures, j'écrivais en direct sur 2 cartes. Et non, ce que je faisais, c'est que le soir, je copiais sur une deuxième carte avec le deuxième slot du boîtier. Et la deuxième carte, je la mettais au fin fond de mon sac à dos. Ça, c'était une manière aussi, tous les soirs, de sauvegarder les photos. Mais non, voilà, donc vraiment le gros piège, c'est en photo, c'est vraiment de reculer quand t'es vraiment au max de ton. Bon. Est-ce qu'il y a du matériel, enfin quelques conseils pratico-pratiques, comme tu viens de commencer de donner, ou de matériel à avoir sur soi pour essayer de limiter au maximum les risques physiques? Et un dress code peut-être pour commencer. Ça peut passer par le dress code. Alors le dress code, tu parlais en intro de chaussures de sécurité. Bon, j'ai pas de chaussures de sécurité, mais j'ai des gros chaussures de rando, on va dire. T'as vite fait de marcher sur un clou. Ça m'est déjà arrivé, même avec des chaussures de rando, qu'un clou me perfore la semelle. D'où les chaussures de sécurité. Ouais, effectivement. Mais bon, après, ça bon, ça m'est arrivé une fois le clou, mais effectivement, mais il faudrait les chaussures de sécurité. Alors, l'essentiel du temps, celles de rando vont suffire. Mais sinon, voilà, un jean épais. Ça m'est arrivé une fois de passer à travers une plaque de verre. Et j'aurais pas eu un jean épais. Je pense que peut-être que le verre se serait coupé différemment aussi. Là, j'ai eu de la chance qu'il n'y ait peut-être pas de pointe de verre qui me remonte la jambe, mais en tout cas, d'avoir un jean épais, ça m'a peut-être sauvé. Voilà, donc en fait, j'ai tendance à dire il faut prendre des habits de rando, en fait. Donc, cela dit, le pantalon épais, c'est pas forcément un habit de rando. Mais genre éclairage, casque. C'est plus de la spéléo, quoi. Masque, ou c'est un peu c'est quoi le terme, overkill, d'emmener tout ça, quoi. Alors masque, oui, ça peut servir. Une fois, vraiment, j'étais dans un lieu qui était vraiment moisi par l'humidité. Là, j'ai senti mon masque, vraiment, je sentais que j'allais avaler des champignons. J'allais respirer des champignons. Donc j'ai mis un masque. J'en ai toujours un gros, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. FFP2. Voilà, exactement. Donc j'en ai toujours un sur moi. Alors, je le sors vraiment exceptionnellement. J'ai des gants aussi, parce que parfois tu grimpes, tu peux avoir du verre. Donc j'ai des gants un peu de bricolage, là, orange, là. Bon, ça, je les sors jamais non plus. Le casque, alors il faudrait, parce que parfois, pareil, tu passes dans des fenêtres, à des bouts de verre. Donc voilà, donc alors le casque, c'est un peu extrême, surtout que ça prend de la place. Dans un sac photo, t'as pas de place pour mettre un casque. Ça veut dire qu'il faut l'avoir à côté. Là, t'es grillé à 2 km. Déjà qu'avec mon trépied, je suis pas discret. Mais non, voilà, frontal, effectivement. Alors, pareil, j'ai une frontale. Maintenant, en fait, je prends mon téléphone et j'éclaire avec mon téléphone. Donc, j'ai tout ce qu'il faut, mais je m'en sers jamais parce que, en fait, l'expérience, l'usage fait que je me sers pas de tout ça, quoi. Je me rends compte que il faut l'avoir au cas où. Tu vois, le masque, vraiment, ça peut servir. Bon, le casque, clairement, alors, si ce que je fais, par contre, c'est que j'ai tout le temps une capuche et quand je sens que ça peut frotter, je mets ma capuche. Okay. Ça, c'est un casque, on va dire, de fortune. Et ça suffit, en fin de compte, pour les barbelés et pour les bouts de verre. Et les gants, une fois, j'ai sorti mes gants, peut-être parce que voilà, je devais passer par une fenêtre cassée. Il y avait là où je mettais mes mains vraiment là où avant il y avait une vitre, là il y avait peut-être des petits bouts de verre qui dépassaient, donc j'ai mis mes gants.
Mais Est-ce que tu fais des explorations seul ou est-ce que tu es toujours accompagné? Ou si tu es seul, est-ce que tu préviens quand même toujours quelqu'un de là où tu vas exactement en cas de problème, quoi? Comme en rando d'ailleurs. C'est ouais, pareil. c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec la Ouais, rando. ouais, c'est Mais marrant. alors pendant longtemps, j'étais tout seul. Moi, j'adore. En fait, ces lieux, faut comprendre, c'est vraiment les atmosphères intenses, hyper fortes. Et quand tu es tout seul, bah, c'est Décuplé. pas le même vécu, quoi. C'est voilà, Mm. c'est hyper fort. Après, bon, je me rends compte, voilà, j'ai un peu vieilli, j'ai des enfants, donc bon, je fais un peu plus gaffe. Donc maintenant, voilà, je suis toujours avec, on va dire, une personne. Alors, il y en a qui font ça à 5, 8. J'ai vu des véhicules, vraiment plusieurs véhicules arriver, même, enfin, moi, ça se conçoit pas du tout. Ne ce que ce serait pas pour la photo, bon, c'est pas tous des photographes, mais tu te trouves avec quelqu'un dans ton cadre, devoir attendre, enfin, pour moi, c'est aberrant. Donc voilà, maintenant, j'ai tendance à être au moins, mais au max aussi de 2, peut-être exceptionnellement 3, mais. Et par contre, oui, aussi, depuis toujours, depuis quelques temps, je donne mon planning à ma femme, je lui envoie, je mets toujours mon itinéraire sur mon téléphone. Ouais, tu partages Et donc, ta voilà. localisation en temps Alors, réel. non, là. je partage pas la localisation. Bon, ce serait peut-être plus simple de faire ça. Mais en fait, je lui envoie mon planning avec lieu 1, enfin, château, la loca GPS, usine, la loca GPS, elle a tout mon planning comme ça. Et ce que je faisais avant, alors pareil, je le fais de temps en temps, mais je lui dis, je rentre dans le lieu 1, je sors du lieu 1, je rentre dans le lieu 2, comme ça, elle sait si je suis en route entre. Voilà. Et c'est là si tu découvres un lieu en chemin, pas prévu. Ah bah, ouais, non, ça, je T'envoies un Tu texto. vas pas. Non, si, je vais. Alors, faut savoir, voilà, bah ça, je pense qu'on va y venir, mais si, bien sûr, ça arrive de trouver des lieux en chemin, donc non, évidemment, non, je pense pas lui dire, d'autant plus que, en plus, que je viens de dire, c'est très théorique, hein, 9 fois sur 10, j'oublie de dire que je suis rentré dans tel lieu. Parfois, je lui dis, je rentre dans le lieu 1, et après, je lui dis, je sors du lieu 3, donc il y a eu un. Et voilà, bon. En fait, faut voir aussi que c'est. Je suis toujours dans une espèce de, pas de stress, mais d'adrénaline où je pense pas du tout à. Moi, je veux rentrer. Tu parlais je veux- d'aventure, hein, quand Ah tu ouais, vas dans tes aventures. c'est donc, clairement c'est les aventures. Hein, tout à l'heure, je parlais de balade dans un parc. C'est pas la même. Je sais aussi que c'est pas forcément légal. On en a parlé. Donc je veux pas me faire choper. Donc quand j'arrive quand je me gare, quand j'essaie de rentrer dans un lieu, je pense pas forcément à prendre mon téléphone. Je veux juste me mettre à couvert et rentrer derrière, passer une clôture, passer un quoi que ce soit qui me mette à l'abri des regards. Il y a un code d'honneur pour les urbexeurs de bonne famille, on va dire. C'est donc pas d'effraction, ne rien endommager, ne rien voler et ne pas divulguer les positions exactes des sites visités. C'est bien ça? Tout à fait, ouais. T'as tout résumé. Hein, bon, on l'a déjà un peu dit, mais voilà, pas voler, pas casser. Alors, on l'a Et pas pas encore. dire. Voilà, on l'a pas Sauf abordé à sa encore, mais femme. bah, c'est vrai. Voilà, ma femme, j'espère qu'elle. Sauf que c'est pas trop respecté, non, pas dire, parce que finalement, c'est dur de garder. Moi, j'ai un jamais endroit, dit. secret. Moi, tu vois, je crois, faut jamais dire jamais, mais je crois que j'ai jamais dit où était. Mais toi, t'es un pur et dur. Ouais. Est-ce qu'avec la popularisation de la pratique, etc., on n'a pas un sur-urbex comme on a du sur-tourisme? Ah, il y a clairement un sur Urbex. Il y a des gens clairement qui s'en foutent. En fait, ils ont visité tel lieu, ils ont fait leurs photos, ils s'en foutent. Surtout avec Instagram, je veux dire. Ouais, bah, alors, t'as des gens aussi qui le font sans le savoir. Tu fais une photo sur ton téléphone, t'es géolocalisé, ils vont la poster. Moi, j'ai trouvé des lieux. Je parlais de la guerre en Ukraine. Ouais. Eric Bouvet se plaignait en arrivant. Il y avait des reporters qui n'étaient pas sensibles au fait que chaque photo qu'ils prenaient à tel endroit, ils étaient localisés. Exactement. Donc voilà, ne pas donner l'adresse. Pour ça, bon, par contre, c'est vraiment hyper important pour moi. J'ai jamais posté une photo en disant c'est un château dans telle ville, c'était le vrai nom de l'usine, par exemple, le vrai nom du château. J'ai visité des lieux qui sont référencés dans Google Maps, ça marqué château machin, mais moi je vais pas dire que c'est ça parce que j'ai pas envie que déjà il y a des, je dis pas, moi je suis pas suivi non plus, mais tu dis c'est tel château, bah la semaine qui suit t'as 50 personnes qui vont y aller, tu sais pas dans l'eau s'il y a pas des casseurs, des taggers, des voleurs, donc voilà. Si t'amènes des gens sur site, enfin bon, tu l'as fait Ouais. à Tchernobyl par exemple, du coup tu leur parles de ce code-là, tu les sensibilises, tu t'assures qu'ils vont pas le faire. Voilà. Alors effectivement, depuis quelques temps, j'amène des gens avec moi en friche. Et donc ces gens, évidemment, ils sont briefés. Alors de base, c'est pas les urbexeurs. Moi, je le mets noir sur blanc sur mon site, c'est que j'ai pas envie d'amener des urbexeurs parce que j'ai aussi envie que les gens découvrent vraiment l'univers de l'île abandonnée. Et surtout dans ces périples-là, je j'amène pas les gens dans des lieux alors sensationnels. Bon, il peut y en avoir, mais le but c'est vraiment de leur faire découvrir l'univers. Et je pense qu'un urbexeur qui est déjà un peu, il serait un peu déçu de faire tel ou tel lieu qui est pas non plus sensationnel. Mais alors je dis ça, bon, les gens 100% des gens qui sont venus avec moi, ils ont été hyper contents, ils ont adoré tous les lieux qu'ils ont visités. C'est pas, mais bon, il y a quand même je vais pas amener vraiment un château rempli, même sans parler des risques de se faire attraper. Je veux pas faire courir de risques aux gens que j'amène, mais
Donc effectivement, les gens que j'amène, je les briefe évidemment dans la voiture. La première discussion entre le loueur de voiture et le premier lieu qu'on visite, c'est je vous encourage à ne pas noter les adresses. Tu leur bandes pas les yeux Non. ou un truc Alors, comme ça. Ce serait un peu marrant. épique. Ça ferait une expérience complète. Ouais. Si vous les notez, vous les gardez pour vous. Alors, après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas derrière après toute leur vie à savoir ce qu'ils en font, mais bon. Je les sensibilise au fait que publier un lieu, le rendre public, ça peut amener tout un tas de gens qu'on ne connaît pas forcément et qui vont avoir des intentions pas forcément bonnes. D'un point de vue pratique, très pratique, c'est quoi le meilleur moment de la journée pour se lancer dans une exploration? Combien de temps il faut rester sur un site? Comment on fait pour y aller, pour trouver le point de passage? Et surtout, peut-être, quelle attitude il faut adopter si jamais on fait des rencontres, si jamais on voit qu'il y a des gardes, si jamais on voit qu'il y a des caméras de surveillance? Des chiens. Ouais, alors là, il y a plein de questions. Il va falloir les reprendre une par une parce que. Alors, quel est le meilleur moment de la journée pour faire une exploration? Alors, le meilleur moment, j'ai envie de dire, c'est un peu comme toute la photo, peut-être le matin, la fin après-midi pour la lumière. Mais après, tu peux aussi avoir des lieux qui sont déserts le midi, donc vaut mieux rentrer le midi. Il y a des lieux où moi je suis rentré de nuit parce qu'ils sont dans des centres-villes où tu sais, ça grouille d'animation passé 8 heures, donc il faut rentrer à 6 heures ou 7 heures. Et par contre, après l'intérieur, il fait sombre, donc il faut que tu attendes 4 heures pour qu'il y ait de la lumière. En fait, il n'y a pas de. Certains châteaux, par exemple, je vois comment ils sont orientés sur la carte. Je me dis, si je veux une belle photo de la façade, il faut que j'aille plutôt le matin, plutôt l'après-midi. Si je vois que la belle façade, elle est à l'est ou à l'ouest. En fait, ça dépend vraiment des lieux. Il n'y a vraiment pas de règle autre que pour la photo en général. Ok. Combien de temps on reste sur un site? Combien de temps? C'est pareil. J'ai visité des chapelles où je suis resté 2 minutes. Voilà, tu fais une photo de la petite chapelle et tu as des usines où j'ai passé toute la journée. Il y a des lieux où même à la fin de la journée, tu n'as pas fini parce que c'est gigantesque. Tu as Baïkono, par exemple, j'ai passé 3 jours. J'ai pas tout shooté des 2 hangars que j'ai photographiés. Donc, il n'y a pas de règle, hein, ça dépend du lieu. Mais tu parlais de ton trépied, tu es tout le temps avec ton trépied, tu prends le temps de le poser à chaque fois? Alors, je fais 100% de mes photos au trépied. Ah oui. Je crois que j'ai pas fait une photo en friche à main levée depuis que j'ai commencé. Ça, je sais pas, c'est l'usage qui a fait que. Faut voir que ces lieux sont souvent très sombres. Donc, je fais des pauses longues. Comme vous le savez, il faut pas pousser les ISO. Donc, pas trop. Ouais, un peu, voilà. Mais non, je fais 100% de mes photos au trépied. C'est marrant parce qu'on peut se dire, des fois, tu es vraiment là, tu disais 2 minutes dans tel endroit, voilà, mais même si tu restes pas longtemps. Ouais, mais 2 minutes, je pose le trépied. En fait, il est dans ma main. Voilà, il rentre pas dans mon sac, donc il est dans ma main. Après, le déplier, ça prend 30 secondes. Donc, ouais, je fais vraiment tout au trépied. J'aime bien aussi cadrer avec l'écran. Quand je fais des photos de rue, évidemment, j'ai des pratiques totalement différentes. Mais vraiment, ma photo de friche, c'est vraiment trépied systématique. Si on rencontre des gens, quelle attitude il faut avoir? Alors, si on rencontre des gens, bon, ça dépend des gens. Par exemple, parfois, ça m'arrive, je rencontre d'autres photographes. Donc là, soit on se dit bonjour, on se dit pas bonjour. Ça dépend de si c'est un petit site, un grand site. Bon, moi, j'ai tendance à pas vouloir parler. Généralement, systématiquement, les gens me connaissent. Et moi, j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de. Donc, quand je vois que c'est un photographe, j'essaie d'éviter la rencontre. Quand c'est un voleur de métal, bon, évidemment, tu comprends que j'évite la rencontre aussi. Sachant que ça m'est déjà arrivé de croiser vraiment. Une fois, j'ai croisé le chemin d'un mec qui avait une masse dans la main, vraiment une masse, un truc de ma boule. Et en fait, il cassait les murs. Ce que font les voleurs de métal, c'est qu'ils cassent les murs pour voir où il y a des tuyaux qui passent derrière, dans les murs. Et donc, souvent, t'entends taper un coup, 2 coups, ils cassent un bout de mur, ils voient s'il y a un truc derrière. S'il n'y a rien, ils font 10 mètres, ils cassent un autre bout de mur. Et donc, alors, ce qui est bien avec ces gens-là, c'est qu'en fait, ils n'ont pas plus de droit que moi d'être là. Si tu les fais pas chier. Exactement. Priori, donc, en fait, on fait chacun un truc dans notre coin. Ouais. Et tout va bien. Donc, vraiment, j'ai une anecdote une fois dans une prison dans le nord de la France. J'arrive sur la prison, j'étais tout seul. En 2014, au début, pendant longtemps, j'étais tout seul. Et j'entends boum, 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 vraiment des gros coups de masse dans la prison. Déjà tout seul, dans une prison, t'es pas hyper. Les prisons, c'est comme évidemment des ambiances hyper glauques, hyper dark. Donc, bon, je dis j'y vais pas. Bon, j'y suis quand même allé. Et au final, je l'ai jamais vu, le gars, parce que souvent, eux aussi, ils veulent se planquer. Ils veulent pas, quand ils entendent un bruit, ils savent pas qui ils ont affaire, donc ils arrêtent, ils se cachent, ils attendent de voir qui t'es. Et voilà, aussi souvent, alors, pour te répondre, ce que je fais souvent, c'est que j'essaie toujours de voir avant d'être vu, de savoir à qui j'ai affaire. Donc quand je sais qu'il y a quelqu'un, j'arrête de bouger, je me planque un peu, j'observe, et là, je vois si c'est des photographes,
ou autre chose. Mais vraiment, ça, c'est systématique. C'est vraiment de voir avant d'être vu. Ça, c'est vraiment la base. Et donc, parfois, dans les gens sur lesquels tu peux tomber, ça peut être aussi des squatteurs ou des tox ou des trucs comme ça. Un peu, là, pour le coup, c'est... Il faut faire plus attention. Alors là, moi, ça m'est jamais arrivé. Vraiment, enfin, j'ai vu des squatteurs un peu, notamment dans les Balkans, je me rappelle, mais bon, voilà, tu vas plus loin, tu te planques un peu, t'observes, mais ça vraiment, ça m'a jamais vraiment inquiété, parce qu'aussi, j'ai eu la chance peut-être d'avoir pas de rencontres mauvaises, on va dire. Et sinon, tu as les agents de sécurité, hein, tu peux... ça, c'est ce que je préfère, c'est les jouer Enfin, ce que je préfère. Je préfère ne rencontrer personne, mais j'adore jouer au chat et la souris avec les agents de sécu. Donc voilà, tu vois les rondes, tu vois les... Il y a quand même un truc vachement de jeu d'enfant dans tout ça, quoi. Ouais, il y a un petit côté, il y a un petit côté Indiana Jones quand tu es dans l'exploration. Il y a un petit côté aussi. Ouais, exactement. Alors ça, bon, je préfère évidemment quand il y a pas besoin de faire ça, mais quand je sais qu'il y a un agent de sécu, j'aime bien me planquer, j'aime bien. Une fois, je suis sorti, c'est un des chapitres de mon prochain livre. Je suis sorti d'une usine alors que le propriétaire était rentré dans l'usine alors que je venais d'arriver. Je l'ai vu, il farfouillait dans un truc. Moi, j'étais là, je bougeais pas, il était à 10 mètres de moi. Et après, il est allé se promener dans son usine. Moi, j'ai essayé de me cacher en attendant qu'il parte. Finalement, il m'a vu. Enfin bref, vraiment, il y a un truc un peu contradictoire dans ce que tu racontes parce que tu nous dis porte fermée, red flag, j'y vais pas, mais présence d'agent de sécu, j'y vais. Ah non, j'y vais pas. Alors, c'est pas présent d'agent de sécu, j'y vais, c'est que je suis sur un lieu et là, je me rends compte qu'il y a un agent de sécu qui est sur place. Ouais. Alors, souvent, je sais qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des sites qui sont sécurisés. Donc là, je sais qu'il y a des chances que je tombe sur un agent de sécu, mais bon, je me dis, voilà, je vais l'éviter. Non, ça, c'est pas contradictoire parce que l'usine en question, elle est pas forcément verrouillée. Elle est ouverte, il y a des sites. D'autant plus les usines, c'est des sites tellement grands que c'est impossible de verrouiller une usine. Il y a toujours un trou dans la clôture, il y a toujours une porte, même un truc de livraison, enfin les grandes portes. Enfin, une usine n'est quasiment, à part les hauts fourneaux qui sont sous cloche, vraiment là, ça tourne. Donc j'ai visité quand même. Mais une usine est imbarricadable. Donc t'as toujours une porte d'entrée, t'as toujours une faille. Et c'est très souvent sécurisé, mais moi, j'ai des dizaines de lieux j'ai visité, sachant que c'était gardé, je me suis pas fait attraper, je suis rentré, j'ai fait mes photos, je suis reparti, l'agent de sécurité n'a rien vu, donc tout le monde est content. Mais si, malgré ça, bon, il m'a vu, ce qui peut arriver, hein, et là, voilà, là, soit c'est le jeu et chez la souris, soit il me chope, et là, comme le cas où celui qui m'a demandé d'effacer ma carte mémoire, en Belgique, je disais tout à l'heure. Oui, alors, effectivement, après, il y a le dialogue. Alors, 9 fois sur 10, je leur explique, voilà, je suis photographe, ils le voient, de toute façon, ils voient mon trépied. Je dis, je suis photographe, je viens faire des photos, voilà, j'enfonce le clou, hein. Je suis pas venu là pour casser, pour taguer. Et alors, souvent, je dis, bon, j'essaie de tchatcher au maximum en disant, ce qui est vrai, en plus, je suis ingénieur en mécanique, je dis, j'adore les usines, j'adore le patrimoine industriel. Alors, mes goûts varient selon les lieux. Quand c'est un château, je dis je suis fan de patrimoine. Tu vois, il faut toujours s'adapter. Quand c'est un terrain de basket abandonné, je dis je suis basketteur, je photographie des terrains de basket. Il faut toi essayer de faire comprendre. Storytelling. Quoi. Voilà, bah ouais, mais en fait, si tu veux, le mec qui est en face de toi, faut tout faire pour qu'il appelle pas la police. Après, un billet de 50 €, généralement, ça règle le problème. Dans certains pays, oui, effectivement, il y a même des lieux où clairement tu as un gardien qui te demande un. Oui. Voilà, donc ça m'est arrivé plein de fois. Mais disons qu'il faut être sympa. Voilà, tu souris, tu dis oui, désolé monsieur, je sais que j'ai pas le droit d'être là, je fais juste des photos. Vous voyez, j'ai un trépied, j'ai pas un pied de biche, donc c'est vraiment. Mais quand tu discutes, le gars en face, il voit que t'es sympa, il voit que surtout t'as pas de mauvaises intentions. Vraiment, 99 fois sur 100, il va te ramener dehors. Une fois, le mec a appelé la police parce que c'était, il voulait, je pense qu'il était peut-être tout nouveau, il voulait faire du zèle, mais ça vraiment la police, ça arrive jamais. Hein. Bon, matos photo rapidement, donc trépied, on a compris. Boîtier optique, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu recommandes? Ouais. Alors, pendant longtemps, j'avais un boîtier, un Canon 5D Mark III, que j'ai toujours d'ailleurs, sur lequel j'alternais entre un zoom et un grand angle. Et donc, j'étais tout le temps en train d'enlever, de changer d'objectif. Et c'est notamment de Tchernobyl où là-bas tu shootes vraiment non-stop. Hein, Moi, quand je fais un trip urbex, souvent je fais un tour un trajet en voiture, je visite un lieu, je remonte dans la voiture, je peux faire 1 heure de route, un lieu, 1 heure de route. Donc je suis quand même pas tout le temps en train de shooter. À Tchernobyl, t'es tout le temps en train de shooter. T'as tout qui est côte à côte. Enfin, Pripyat, c'est une ville. Il y a tout qui est shootable, quoi. Tu sors d'une école, tu rentres dans un hôpital, tu sors de l'hôpital, tu rentres dans le théâtre. Enfin, t'es jamais en voiture, donc tu shootes toute la journée. Et donc, ce qui fait que, mais je sais pas, 200 fois par jour, je me retrouvais à changer d'objectif. Et donc, j'en ai eu marre. Donc, je crois dès mon 2e ou 3e voyage à Tchernobyl, j'ai acheté un 2e boîtier.
Donc je mettais sur l'un un zoom, sur l'autre le grand angle. Et comme j'ai un trépied, il y a toujours un boîtier qui est sur le trépied justement, et l'autre qui est autour de mon cou. Et j'alterne, donc je switch entre celui qui est sur mon cou et celui qui est sur le trépied. Et donc mon zoom, j'en ai deux, mais je me sers jamais du. Mais bon, j'ai un 24-105 classique, voilà. Et pendant longtemps, j'ai eu mon grand angle, c'était un 14 mm Canon. Et j'ai découvert le TSE il y a 5-6 ans, et depuis, je me sers quasiment plus de mon 14 et j'ai un 17 TSE. Je fais quand même beaucoup de photos d'archi. Et donc, c'est quand même. Mais les photos, elles ont changé quand je suis passé au TSE. Parce que tu vires le sol qui sert à rien, tu rajoutes du plafond ou de quoi que ce soit qui est plus haut, qui est plus intéressant. Donc, voilà, maintenant, je fais quasiment tout avec le zoom d'un côté, le 17 TSE de l'autre, sur un trépied. Et t'es resté au réflexe ou t'as succombé à l'hybride? Alors, j'aimerais bien succomber, mais j'ai pas les moyens malheureusement, parce que Ah. vu que j'en ai deux, en plus, alors je pourrais en changer qu'un, mais non, ça, franchement, c'est une vraie problématique parce que c'est très lourd. J'ai 2 boîtiers plus 3 objectifs dans mon sac à dos, donc j'ai plus mon trépied qui fait 5 kilos, c'est-à-dire que sur mon dos, j'ai 15 kilos. Et quand il faut crapahuter toute la journée dans des friches, parfois des usines, tu montes des escaliers, tu descends toute la journée, c'est éreintant. Donc vraiment, j'aimerais bien changer mes 2 boîtiers pour des mirrorless. Mais malheureusement, pour l'instant, j'ai pas. Alors, si je pourrais mettre l'accent là-dessus. Enfin, je pourrais vraiment, mais bon, je préfère investir dans autre chose, on va dire. Bon. Tant que mon dos le permet. Alors, l'exploration, c'est super. Encore faut-il savoir où et quoi explorer. Sur ce sujet, on l'a déjà évoqué, la règle des urbexeurs puristes, c'est le secret, les rumeurs et les légendes. Pour gagner un peu de temps, et en totale contradiction avec l'un des piliers fondamentaux de cette discipline, il est possible d'acheter en ligne des cartes de lieux abandonnés à explorer. On vous propose d'écouter le témoignage d'une personne que l'on va appeler Arthur et qui souhaite rester anonyme, nous parler du site sessionurbex.fr. Alors j'ai commencé l'urbex, on va dire par passion. C'est vraiment là où j'ai, on va dire, aimé la discipline. J'ai commencé comme tout le monde, on va dire, avec un petit spot en bas de chez soi. Et après, j'ai voulu aller un peu plus loin. Donc j'ai commencé à regarder où je pouvais trouver des spots, du coup des urbex. Et j'ai trouvé du coup certains sites qui pouvaient répertorier des cartes ou bien des spots directement à l'unité. Et c'est comme ça que j'ai réellement commencé l'urbex. Petit à petit, en fait, je me disais, mais comment je peux aller plus loin? Et je me suis dit, pourquoi pas proposer mes propres cartes d'urbex. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis mis à vendre des spots d'urbex. C'est vrai que ça peut être pas forcément éthique par rapport à la discipline, mais la discipline en elle-même est assez complexe. Et même, on ne sait pas encore actuellement si on est dans l'illégalité en passant certains portails. Donc, c'est dans ces valeurs-là, on va dire, que j'ai essayé d'évoluer. Les cartes du coup d'urbex sont, on va dire, éphémères malheureusement parce que du coup les spots le sont eux-mêmes. On va dire dans l'urbex il y a énormément de changements, que ce soit du coup des réparations, des réhabilitations, etc. Ça dépend ça énormément des spots. Donc en fait il peut y avoir des spots qui sont abandonnés par le département ou par la région, donc qui sont publics, qui tiennent beaucoup plus dans le temps, ou des spots privés. Donc ça dépend vraiment énormément des spots. Et donc, dans ces cas-là, nous, on essaie au mieux, on essaie de faire au mieux, on essaie de mettre à jour les spots. Donc, c'est assez simple. En fait, on a un ensemble de partenaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et en échange du coup de cartes ou échange de spots, juste, ils nous actualisent les cartes. Donc, comment ça marche? C'est assez simple. En fait, les personnes vont sur le site, elles recherchent du coup une adresse ou bien directement une carte par département ou par région. Et en fait, tout est prédécoupé afin qu'elles puissent prendre directement la région ou le département qui leur intéresse. Et une fois qu'ils commandent, ils reçoivent directement un mail avec la carte. Ils peuvent l'installer en local, donc sur Google Maps, etc., les classiques, Google Earth. Et en fait, ils peuvent commencer leur exploration comme ça. Et c'est vrai que pour commencer, ça peut vraiment être un plus, parce que ça permet d'aller trouver des spots assez simplement, des spots qui sont peut-être un peu connus, mais c'est toujours intéressant pour commencer des explorations. Dans un futur proche, on va dire, il y aura des mises à jour sur le site qui proposeront des cartes premium destinées à
seulement des urbexeurs expérimentés. Donc le fait de vendre des spots à des personnes que l'on contrôle, donc admettons il y aura un contrôle sur l'expérience de la personne afin d'essayer de préserver certains spots qui sont mythiques dans le milieu de l'urbex. C'est vraiment, j'essaie malgré qu'on peut faire, on va dire, avec mes confrères. On essaie aussi d'être éthique et après, voilà, malheureusement, le business, donc voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses, donc, de cette initiative, en sachant évidemment que c'est pas le seul site en France qui propose ce genre de choses? J'aime bien le pas forcément éthique qu'il a dit au tout début. Clairement, c'est pas du tout éthique, évidemment. Bah, j'en pense que bon, je connais l'existence de ces boîtes. Hein. Il y en a plein, hein. Peut-être une dizaine. Hein. Bon, évidemment, j'ai jamais eu recours à leur service parce que moi, j'adore chercher. En fait, c'est pas forcément évident, mais moi, pour moi, la photo, c'est vraiment à la limite, c'est mécanique, c'est le geste final. Je réfléchis même pas, c'est le réglage. Enfin, voilà, la photo, c'est vraiment le geste final rapide. Mais tout ce qui me plaît dans cette activité, c'est la recherche du lieu, le déplacement, la pénétration, on va dire, trouver une entrée. J'adore. D'ailleurs, on a 80% parlé de ça. Hein. On Exactement. Pas vraiment parlé d'images. Exactement. Le début, hein. Et du coup, pour moi, acheter un lieu, ça me viendrait même pas en tête. Et d'autant plus, j'ai toujours trouvé tout ce que j'ai cherché. Donc, quiconque cherche trouve. Hein. Maintenant, dans les groupes Facebook, t'as les gens qui postent des albums entiers où t'as les façades des châteaux, t'as le journal du coin où t'avais des entre guillemets des indices. Et tu peux, je te parle même pas des vidéos. Alors là, quand les mecs se filment entre la voiture et parfois tu vois le nom du bled. C'est comme ce jeu en ligne là, tu sais, où à partir d'une photo, le plus rapidement possible, tu dois pouvoir à 10 mètres près savoir d'où elle a été prise sur la planète là, qui marche. Ouais, là, c'est tout le contraire de l'éthique de l'urbexer. Et à pas confondre avec ce que préconisait Joël, donc l'avocate, de se filmer, mais c'est à des fins. Ouais, bien sûr. Éventuellement de preuves dans le cadre d'un conflit judiciaire. Non, mais là, vraiment, moi, en plus, je dis chercher les lieux que je photographie, c'est vraiment une première étape essentielle parce qu'après, je suis content de l'avoir trouvé. Ouais, alors comment tu fais en fait, c'est hyper grisant de chercher un lieu, mais vraiment, et de fouiner dans des bases de données de l'IGN, les vues satellites diverses et variées, et de le trouver, t'es hyper content. Oui, mais ça montre bien qu'il y a tout un business autour de ça maintenant, en fait, peut-être. Ah oui, il y a de la demande et que. Ah bah il y a de la demande parce qu'en fait, moi tu parlais tout à l'heure de puriste. C'est vrai que je pense que je suis un puriste, je suis un peu un vieux, même si c'est pas 20 ans que je fais ça, mais je suis un peu un dinosaure. Entre le trépied, entre j'ai des gants mais je les mets pas, oui, machin. Ouais. Enfin oui, on sent que t'as. Mais il y a plein de gens qui, je pense, qui s'en foutent de chercher. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller faire la photo et surtout la poster et dire j'y suis allé. Bon, ça, c'est une mentalité qui est aux antipodes de la mienne. Et pour eux, évidemment, c'est génial de pouvoir. En plus, évidemment, j'ai regardé, hein, c'est pas cher du tout. Pour 50 balles ou je sais pas pour combien, t'as un département entier ou une région. Bon, alors après, comme il disait, en termes de mise à jour et tout, clairement, de ce que j'ai entendu, c'est que sur ces cartes-là, t'as une énorme majorité des lieux qui sont morts, qui sont. Pas mal de déchets, voilà. Ouais. Après, j'ai aussi vu que t'avais notamment des châteaux extraordinaires qui sont référencés. Donc, t'as des perles, mais t'as des déchets à une grande majorité. Il n'y a pas un truc un peu, pour certains urbexeurs, qui s'apparente à la chasse aux Pokémon, finalement, où le but du jeu, c'est de choper le plus de Pokémon, c'est-à-dire de faire le plus de lieux. La photo, c'est pas vraiment le sujet, c'est plus une sorte de trophée, quoi. Complètement. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je t'ai repris sur les 1500 et les 2000, j'étais gêné de le faire parce que j'aime pas du tout l'idée de compter. Vraiment, c'est pareil, c'est l'inverse de ma philosophie. Mais il y a des gens, clairement, qui vont te photographier un lieu le dimanche après ou le samedi après, parce que bon, ils font ça le week-end, et qui vont le poster le soir même, qui vont te poster un album de 200 photos sur 40 groupes Facebook d'Urbex. Ils disent, je l'ai fait, et ça, pour moi, c'est n'importe quoi. Après, chacun, je juge pas vraiment. Chacun a sa pratique. Moi, je sais que j'ai des lieux que j'ai photographiés il y a 10 ans, j'ai pas encore posté parce que c'est aussi que j'ai un stock monstrueux, mais je suis pas comme ça. Moi, je vois pas ça comme une consommation de lieux et une démonstration de ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, surtout j'ai l'impression que la nouvelle génération, ils sont beaucoup là-dedans. Je pense que acheter un lieu, y aller, poster le lendemain, c'est la norme pour l'énorme majorité des gens qui pratiquent l'urbex aujourd'hui. C'est possible encore de trouver aujourd'hui des lieux vierges de toute exploration? Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, mon côté graffeur m'aide beaucoup parce que j'ai plein de potes graffeurs qui me filent les adresses. Et eux, ils sont très forts pour trouver des lieux vierges. Un graffeur, c'est le meilleur défricheur de la Terre.
Et je vois quotidiennement presque des potes qui postent des usines, c'est souvent des usines. Il n'y a pas un graphe, c'est écroulé de partout. Pour moi, c'est des petits paradis vierges. Parfois, il y a des lieux qui sont connus, où il y a eu énormément de passages, mais pour le coup, qui sont pas forcément très dégradés parce que, en l'occurrence, tel. Le château de la Starac. Ouais, alors ça, fait longtemps que j'y suis jamais allé. J'ai toujours eu l'adresse, mais j'ai jamais voulu y aller parce que, en fait, c'est intéressant qu'on en parle, tu vois, parce que c'est typiquement le genre de lieu où, en fait, si j'y vais, je vais pas faire de photos. Parce que ils ont repris les émissions. Oui, c'est plus du tout abandonné. Ouais, je sais bien. Mais je veux dire, à l'époque, en fait, ça m'est arrivé plein de fois, d'arriver dans un lieu, de faire le tour, de même pas sortir le boîtier, parce que c'est un lieu moderne, fraîchement abandonné. Du coup, le temps n'a pas eu le temps de faire son travail. Et moi, pas de végétation. Alors même alors la végétation, ça prend beaucoup de temps, mais même un peu des fissures. Moi, j'ai besoin vraiment d'avoir le temps qui est passé. Et un lieu qui vient d'être abandonné, vraiment, ça me touche pas du tout. J'ai l'impression même de pénétrer chez quelqu'un et je suis gêné en fait. Et c'est ce genre de lieu où je suis mal à l'aise et j'ai qu'une envie, c'est de sortir parce que ça me parle pas du tout. Bon. Pour terminer, pour éviter tous les risques, c'est aussi possible de se tourner vers d'autres solutions pour produire des images urbex, les IA génératives. On écoute de nouveau Yves Marchand et Romain Meffre qui signent un projet ambitieux sur Paris, réalisé intégralement en IA. Le projet est né effectivement du fait qu'on arrive au lieu à l'abandon par plusieurs entrées. Il y a vraiment effectivement l'excitation de la découverte, le rapport à l'histoire, le rapport à faire une photographie documentaire d'archives, mais aussi une forte projection parce que c'est des lieux qui excitent l'imaginaire, les ruines. Donc une ruine, c'est à la fois regarder le passé, le présent, mais une éventuelle projection. Donc nous, ce qui était intéressant quand les intelligences artificielles génératives sont arrivées, c'est qu'effectivement, on voyait qu'il y avait une imitation possible du style documentaire et du style photographique. Donc on pouvait tout à fait s'inscrire en fait dans ce que nous on connaissait visuellement, et les IA pouvaient en faire une synthèse pour faire une projection, et éventuellement une projection sur la ville de Paris, mais qui n'était pas complètement gratuite, vu qu'elle s'inscrit dans cette idée historique, de toute manière, dont les explorateurs urbains sont un peu la prolongation de représentation des ruines, qui en fait s'est matérialisé à plusieurs moments dans l'histoire. Donc ça a pu être donc Hubert Robert par exemple qui a peint la galerie du Louvre en ruine, donc après l'avoir aménagée, donc déjà une première projection historique des ruines sur Paris. Ensuite il y a les photographes de la Commune, et donc la Commune de Paris qui a transformé une partie de Paris et des édifices en ruines et qui a été très très abondamment photographiée et qui a été vraiment un peu un des premiers événements historiques très très documenté, si bien qu'il y a eu presque une industrie de la photographie qui s'est développée un peu sur les décombres un peu fumants de l'époque, et on retrouve un peu quand même cette idée, cette attirance d'emblée et ce lien très fort historique entre la photographie de monuments et de ruines et la photographie tout simplement. Et donc on trouvait que, ayant tous ces éléments plus nos fantasmes personnels de ruines qu'on avait ratées à Paris, c'est-à-dire par exemple la gare d'Orsay, le muséum d'histoire naturelle qu'on sait avoir été en ruine, et donc on nous a souvent décrit par des amis architectes comme un endroit incroyable, mais où il n'y a pas eu de documentation photographique. Donc tout ça nous a emmené à nous dire que ce serait intéressant de prendre la ville de Paris comme lieu et de la transformer en ruine. T'as vu passer ce projet, donc ? Bien sûr, j'ai même le livre. Super projet, super. Non, c'est génial. J'ai vu passer et j'adore. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Jonc. Nous sommes toujours avec le photographe Jonc pour cette émission masterclass consacrée à la photographie d'urbex. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Jonc, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'urbex ? Alors pour moi, l'urbex, c'est documenter la face cachée de la ville, donc les toits, les métros, les catacombes, les grues. Donc c'est vraiment montrer le monde parallèle du monde dans lequel on vit. Moi, je l'appelle le monde perdu, relatif au lieu abandonné, mais c'est vraiment un monde parallèle pour moi.
On n'a pas beaucoup parlé finalement pendant l'émission. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton univers, les messages que tu veux faire passer, quel genre d'image tu prends? Alors moi, donc, je photographie des lieux abandonnés. Et ce qui me touche particulièrement dans ces lieux, c'est voir l'impact du temps qui est passé. Donc des murs fissurés, du verre cassé, de la peinture qui s'écaille. Et le plus beau marqueur du temps qui passe, c'est la nature qui revient. Donc il y a une première dimension esthétique à mes photos. J'essaie, je suis photographe, donc je cherche à vendre des photos. Donc j'essaie de faire des belles photos, on va dire. Mais à côté de ça, il y a quand même une dimension beaucoup plus profonde, philosophique, qui, si possible, fait réfléchir à la place de l'homme sur Terre, montrer que la nature elle était là avant, on l'a chassée en construisant tel ou tel bâtiment, et que quand l'homme part, la nature elle revient et elle reprend tout. Quoi que ce soit, une école, un hôpital, ce que tu veux, la nature va la reprendre, et à la fin, en fait, il y aura plus qu'elle. C'est quoi les règles élémentaires de sécurité lors d'une exploration? Les règles élémentaires, faire attention où on met les pieds, ne pas reculer. Toujours, moi quand je visite notamment une maison, un château, je regarde toujours l'étage, enfin le dessous de l'étage du dessus, pour voir l'état. Enfin, si je vois que le dessous est pourri, je vais pas m'amuser à mettre les pieds au-dessus. Donc vraiment toujours regarder l'état de l'étage N+1 par le dessous. Ça, c'est élémentaire. Et quand on est dans des lieux type usine, où il y a beaucoup de trous partout, c'est toujours regarder où on met les pieds avant de reculer. Notamment en photo, où il faut vraiment ne jamais reculer sans regarder. Tu veux embrasser un cadre plus large, jamais reculer sans regarder. Il n'y a plus de rambarde, il y a vraiment des trous partout. Donc ça, c'est élémentaire. En matière de prise de vue, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Toi, tu utilises par exemple toujours un trépied, mais en termes de focale, de boîtier? Alors, c'est bien d'avoir un grand angle parce qu'il y a souvent quand même des atmosphères que tu peux pas forcément retranscrire avec un zoom. Grand angle, tu veux dire très grand angle, plutôt 14, 17 Ouais, ou alors 14, 17. Voilà, c'est les deux que j'ai, moi, un 14 et un 17. Après, plus ça va, plus je m'attarde sur les détails et donc plus j'utilise mon zoom. Je suis passé de quasiment 100% zoom à quasiment 100%. Je suis passé de quasiment 100% grand angle à quasiment 100% zoom. Parce que maintenant j'adore voir une poupée avec il manque un bras dans la poussière, un bout de mur avec une texture et un bout de lierre qui grimpe. C'est aussi mon œil a changé aussi. Je suis moins intéressé par les grandes vues. C'est aussi parce que j'ai déjà shooté 200 théâtres, enfin j'exagère, mais 100 théâtres, 100 scènes de théâtre, des centaines d'usines, des perspectives d'usines abandonnées, j'en ai plein. Maintenant je préfère un tuyau un peu rouillé dans un coin. Donc voilà, c'est un peu la sensibilité de chacun, mais disons qu'il faut un grand angle. Alors maintenant, je pense que les appareils modernes, ils peuvent peut-être ne plus nécessiter de trépied avec les. Mais la stabilisation est intégrée maintenant dans les Voilà, boîtiers, donc contrairement au réflexe que toi tu as. Voilà, moi j'ai un vieux dinosaure de boîtier, mais moi je recommande quand même le trépied parce que c'est une liberté quand même. Enfin, à la fois une contrainte et une liberté, mais. C'est quoi le mantra des urbexeurs? Le mantra, c'est ne pas casser pour rentrer, ne pas voler, ne pas casser à l'intérieur, ne pas taguer, ne pas divulguer les adresses. Vraiment essayer de rester. Moi, c'est mon créneau, c'est vraiment être discret. J'adore rentrer dans un lieu et en ressortir sans que personne n'ait rien vu et sans rien avoir touché. Et que vraiment, en fait, rien n'a changé de par mon passage. Comment tu t'y prends pour trouver les sites que tu vas explorer? Alors, il y a énormément de moyens de recherche, mais des articles de presse, des Google Maps. Je scrolle énormément Google Maps. Je m'en brûle les yeux quand même. Des blogs de voyage, les groupes Facebook. Il y a plein de gens qui publient des albums entiers avec des façades, avec des noms de. T'as des châteaux qui ont servi de colonies de vacances ou d'EHPAD, de choses comme ça, et des gens qui vont photographier des fascicules où t'as le nom clairement dessus. Donc voilà, ça dans 2 secondes je l'ai trouvé, forcément. Enfin, quiconque le trouve en 2 secondes. Donc voilà, il y a plein de. En fait, c'est beaucoup de temps à fouiner sur Internet. Moi, je fais tout depuis mon bureau, les fesses dans mon fauteuil, mais je trouve tous les jours, je trouve X lieux. Ouais. Est-ce que pénétrer dans un lieu abandonné est légal? Non. Pénétrer dans une propriété privée, c'est pas légal. Après, ce qui est pas légal, enfin ce qui est encore moins, c'est de casser, de voler, de taguer. Donc moi, je sais qu'à partir du moment où je rentre sans casser, je touche à rien, je casse rien, je vole rien, et je repars comme je suis rentré, je sais que je risque rien. D'autant plus qu'il y a aussi le côté exploitation des images où je porte pas préjudice à la personne, je porte pas préjudice au propriétaire en montrant sa propriété. Donc je sais que moi je ne risque rien. C'est illégal, mais pour autant, je ne cours pas de risque en faisant ça. Oui, nos auditeurs, auditrices peuvent réécouter le témoignage de Joël Verbruge à ce sujet au cours de nos échanges.
Et concernant la publication, parce que tu as publié plusieurs ouvrages, est-ce que cette question, tu te la poses au moment de publier certains lieux? Tu te dis, attends, est-ce que vraiment je vais mettre celui-là? Il est quand même très reconnaissable. Alors effectivement, je sors mon 12e livre cette année. Faut que je mette ma bio à jour aussi sur ce chiffre-là. Faut qu'on te réinvite chaque année, en fait. Mais non, je me pose jamais. J'ai toujours publié tout ce que je voulais publier. Notamment là, dans mon prochain livre où je donne des anecdotes, vraiment, je donne des détails sur ce qui m'est arrivé avec des. Enfin, vraiment, si je me posais ces questions-là, je ferais pas grand-chose. Notamment, tu vois, Baïkono, par exemple, j'ai quand même pénétré un site actif. Explique ce que c'est Baïkono. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, bon, on peut pas tout dire en une heure. Mais Baïkono, c'est un cosmodrome, hein, c'est un site d'où sont tirées des fusées encore aujourd'hui. Donc, c'est un site donc actif, mais il y a une partie abandonnée. Donc, il y a un hangar notamment avec 2 navettes spatiales abandonnées et un autre hangar avec une fusée abandonnée. Mais c'est dans un périmètre qui est géré par l'armée de l'air russe. L'armée de l'air et l'équivalent de la NASA et l'armée... on va dire l'agence spatiale russe et l'armée de l'air russe. Pas forcément des gens avec qui on a envie de se frotter. Quoi. Non, c'est clair. Et donc, moi, j'avais envie de photographier ces navettes spatiales, donc j'ai monté une opération avec 3 autres personnes. Beaucoup, c'est pas le genre de truc que tu fais tout seul. Et donc, on a passé 3 jours à photographier, à infiltrer, puis à photographier ces 2 hangars. Et donc, j'en ai fait un livre, en fait. Et alors, évidemment, quand tu sais les enjeux derrière d'espionnage ou quoi, alors c'est abandonné, il n'y a pas de problème, c'est des navettes qui n'ont pas volé depuis 40 ans. Mais bon, d'autant plus que suite à la parution du livre, j'ai été contacté par le JQ russe, et qui ont voulu faire un article sur le livre. Donc j'ai eu 4 pages dans le JQ russe avec la navette en double page. Et donc je me suis dit, bon, c'est clairement pas la meilleure chose, tu vois, j'ai accepté parce que voilà, ça m'amusait d'un côté. J'étais content d'avoir un article dans le JQ russe, ça augmentait mon CV de publication internationale. Mais tu vois, clairement, le JQ, c'est le genre de truc qui est lu par, tu vois, le KGB. Voilà. Et bon, tu vois, peut-être qu'ils ont espionné mon ordi sans que je le sache, et tu vois, j'ai pas eu de suite. Mais t'as peut-être diminué tes chances de retourner sur le territoire russe, par contre. J'y suis retourné avant ou après, c'était plus ou moins la même période, mais peut-être qu'ils m'interrogeront, mais tu vois, enfin, ils savent bien que. D'autant plus que moi, je suis pas le seul. Alors, j'étais dans les premiers, clairement, à y aller. Bon, je suis le seul qui a fait un livre. Mais après, c'était en quelle année, ça? 2019. Mais je crois qu'en plus, aujourd'hui, c'est plus ou moins touristique. Ils ont ouvert le hangar. Et donc, tu vois, clairement, pour le livre, et encore plus pour l'article dans JQ, là, je me suis posé des questions. Mais je crois que c'est les 2 seules fois de ma vie où je me suis posé des questions. Et tu vois, les 2 fois, j'y suis allé quand même parce que voilà. Je pense que le KGB a autre chose à faire qu'un photographe français qui fait des photos de ruines. Merci, Jonc. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Donc, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors on y va. Première question qui nous vient de Atonix Photo. Quel spot t'a le plus ému, la petite larme à l'œil, l'émotion ? La larme à l'œil, je sais pas si je l'ai eu, mais moi, Tchernobyl, c'est hyper fort. Il y a un arrière-plan historique hyper fort. Visuellement, c'est hyper fort. Donc vraiment, je dirais Tchernobyl. Tu l'as vu la série Tchernobyl sur HBO ? Ouais, bien sûr. Extraordinaire. Hein. Ouais, super bien. Par de larmes, il y a des plans sur les gouttes qui tombent sur les corps. Tout à fait. Très bien documenté, très incroyable. réaliste. Non, super sérieux. Ouais. Quel est le plus impressionnant ? C'est la centrale en elle-même ou cette ville Pripyat qui était juste à côté ? La centrale aussi. Continue. Avec le temps, j'ai eu accès à la centrale. C'est-à-dire que les derniers groupes que j'ai amenés là-bas, on pouvait visiter la centrale. Et même la salle de contrôle du réacteur 4. Alors évidemment, la salle du réacteur 4, évidemment, elle a explosé, donc on n'y va pas. Mais la salle de contrôle du réacteur 4, on y allait. Donc ça, c'est hyper fort hein, de voir vraiment le bouton AZ1, ou j'ai oublié son nom, qu'on voit dans la série justement. Donc ça, c'est hyper fort de pouvoir visiter ça. Alors évidemment, tu restes pas longtemps. Hein. C'est combinaison intégrale, masque, Charlotte, chaussures, etc. Tu restes 1 minute. Mais voilà, j'étais là. Encore une fois, c'est pas la larme à l'œil, mais c'est la sensation vraiment d'être dans un lieu hyper fort dans l'histoire de l'humanité. Deuxième question qui nous vient de Yvon Chaud. Est-ce que la nature reprend toujours les lieux ?
Pas besoin de 30 secondes, hein. Oui. Toujours, enfin, c'est... Combien de temps il faut pour qu'elle se réapproprie l'espace? Ça dépend de plein de choses, ça dépend notamment du climat. Je suis allé à Taïwan, au Japon, où là c'est tropical, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de pluie. Donc là, j'ai visité des maisons qui étaient abandonnées depuis 20 ans, et elles sont encerclées par les espèces de palais fromagers, mais sur les arbres avec des racines. Et vraiment, tu te dis, c'est encore qui a pris 700 ans, sauf que là, ça fait quelques décennies. Donc vraiment, selon les climats, ça peut aller très très vite. Troisième question, qui nous vient de Mr. Mo. C'est hyper stylé, effectivement, et c'est hyper dangereux aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être tout le temps sur ses gardes, il faut regarder où on met les pieds. Voilà, quand on a conscience du danger, déjà, on a fait la plus grande partie du travail, c'est qu'on fait attention à ce qu'on fait. Il y a des jeunes, moi je vois régulièrement des faits divers sous substance, sous alcool, qui vont faire des soirées. Ça, c'est inconscient totalement. Et d'ailleurs, un jeune qui est mort récemment, c'est parce qu'ils ont fait une soirée dans une friche et une rambarde d'une cage d'escalier qui avait été justement volée, comme je disais tout à l'heure. Ils ont piqué la rambarde et le jeune est tombé de 3 étages, il est mort parce qu'il était sous substance à 3h du matin. Quatrième question qui nous vient de Monsieur Sanders. Est-ce que tu documentes un lieu tel qu'il est aujourd'hui ou est-ce que tu t'intéresses surtout à ce que le temps y a transformé, altéré ou effacé? Alors, les deux, hein, j'ai envie de dire, je le documente tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il est aujourd'hui, c'est le temps qui l'a façonné. Donc, voilà, j'adore, moi, montrer vraiment, ce qui me touche, c'est vraiment le temps qui est passé. Donc, voilà, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est les deux, pour lui répondre. Donc ta galerie, c'est ça, Tempus Fugit. Alors ça, c'est ma maison d'édition. Ta maison d'édition. Ma galerie, c'est Nature Forte. Alors là, ça va dépasser les 30 secondes. Donc oui, j'ai monté une galerie à Paris. Alors au début, mon projet, c'était de monter un showroom pour montrer mes photos. Donc c'était vraiment un showroom. Et je me suis dit, même avant d'ouvrir le local, pendant les travaux, je me suis dit, c'est un peu dommage d'avoir un beau lieu comme ça et de montrer que mes photos. Donc je me suis dit, je vais faire une galerie. Mais j'ai pas envie d'ouvrir une galerie classique comme il y en a déjà 600 à Paris. Donc je me suis dit, je vais ouvrir une galerie à thème. Et donc évidemment, j'ai choisi le thème de mes photos. Donc je l'ai appelé Galerie Nature Forte. Et le projet de la galerie, c'est de montrer des travaux. Donc alors pas que des photographes, j'ai des sculpteurs, des dessinateurs, peintres qui montrent vraiment la force de la nature. Donc quand on voit mes photos, c'est évident, mais j'ai aussi des peintres qui le font à leur manière, des dessinateurs, d'autres photographes. Et donc voilà, je montre des travaux et mon but, c'est vraiment de faire prendre conscience que la nature est plus forte et que nous, on doit se montrer humble face à elle. Pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu avais le pouvoir de faire abandonner un bâtiment afin de le photographier, ce serait lequel? Pourquoi? Et à partir de combien de temps l'exploration serait intéressante? Waouh! Alors ce sera un sacrilège de l'abandonner, mais je dirais l'Opéra Garnier, parce que pour moi, c'est un bâtiment vraiment... Monsieur a du goût. Ouais, c'est mon monument préféré à Paris. Et combien de temps? Sur les vieux bâtiments comme ça peut aller très vite, mais tu vois, je vois la cage d'escalier à l'intérieur, t'imagines tout décrépit, même allez, soyons fous avec même la végétation qui a repoussé à l'intérieur. Là, t'as une photo blockbuster. Mais franchement, ça viendrait... à Paris, le climat étant ce qu'il est, et le temps que ça pousse quand même, il faudrait quelques décennies. Mais en tout cas, l'Opéra Garnier sans hésiter. Est-ce que tu as essayé de mettre ce fantasme dans une IA générative pour voir ce que ça donnait? Figure-toi que vraiment au tout début, ça commence à remonter, mais quand on commençait à parler de ça, j'ai mis ma photo phare, mon jardin d'hiver vertical, là, je l'ai mis j'ai même oublié l'appli. Et j'avais sorti 10 versions. D'ailleurs, ça doit encore se voir sur mon Instagram. Et c'était ma seule expérience avec l'IA. J'ai vite arrêté parce que j'ai eu un projet comme Marchand MF de faire un truc comme ça, mais j'ai vite arrêté parce que j'ai pas le temps de passer 200 heures sur mon ordi. Ouais. J'ai évidemment un entretien beaucoup plus long avec ces deux photographes où ils expliquent un peu comment ils ont fait. C'est pas du tout plug and play. Ah non, du tout, non, c'est clair. Comme truc, quoi. Non. Ok. C'est désormais la fin de cette émission. Jonc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager tous ces conseils, toute ton expérience autour de cette discipline, la photographie d'urbex. Est-ce que tu as des actualités que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs? Alors oui, plein, je pense. J'ai un livre qui sort. Tous les ans, j'ai un livre qui sort, mais bon, cette année aussi. Ouais. Urbex Stories, pour le coup, donc c'est un livre dans lequel je vais... Alors,
assez... Plus d'écrits. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, c'est rare, mais il va se centrer sur les textes. Et donc, je raconte 20 anecdotes qui me sont arrivées, diverses et variées, des sujets, des chiens, des alarmes, des armes, des choses bizarres. Je vais exposer à la rentrée de septembre pour les Journées du patrimoine à Metz, donc Temple Neuf, cathédrale, donc vraiment grosse expo à Metz. Et normalement, je devrais réexposer aussi au Quai de la Photo à Paris. J'ai exposé l'année dernière sur toute la saison estivale la terrasse, et normalement, c'était pas prévu, mais il y a eu en l'occurrence, c'est grâce à la Coupe du Monde qui va couper la saison en deux. Ils vont me remettre mon expo, donc tout le printemps-été, je vais encore avoir mon expo à Quai de la Photo, donc ça c'est génial. Voilà, c'est les grosses actus, c'est ça? C'est déjà pas Oui, c'est déjà pas mal, ouais. Nous voilà arrivés déjà, Benjamin, à la moitié de cette saison 12 du podcast. On va faire une petite pause et on vous donne rendez-vous jeudi 7 mai prochain pour s'interroger sur la mode néo-rétro en photographie. Et nous recevrons pour l'occasion le photographe Guillaume Musso. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.